y a 4 ans, je connaissais rien à l'immobilier, moi. La prostitution, j'ai retrouvé des préservatifs dans des Big Mac, tout ça je connais. On m'a prêté 230 000 euros, j'ai mis 14 000 euros de ma poche. Je me suis dit, mais attends, j'ai des gens qui m'appellent, tu vois, qui ont 20 lots ou 25 lots. Crois-moi, qui sont beaucoup plus pauvres que le mec qui a jamais investi. Et plus j'en ai eu, plus j'étais malheureux. Le fait de gagner de l'argent, ça me permettait de dire aux gens, moi aussi j'existe, moi aussi je sais faire, moi aussi je suis quelqu'un de bien. Si j'achète un logement 500 000 et que je peux pas le louer plus de 1300 euros, dans quel monde vous vivez en fait? Les gens ils font du yoga pendant 20 ans. Un coup de klaxon, ils sont là, putain, enculé. Mais attends, mais pourquoi t'as fait du yoga, toi? Ça fait 20 ans que tu fais ça. C'est quand tu commences vraiment à te détacher de tout, parce que tu sais quitter en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est là que tout arrive. Oui, moi je croyais que l'argent c'était une finalité. Ça n'a aucun sens. Là, sur un chantier comme ça avec des archives, j'aurais été à plus de 10 000 euros. Mais la vie, c'est tout le temps ça, tu vois. Nous, on est des vendeurs d'expérience. Les gens, ils osent pas. Non, mais Camille, j'ose pas. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Les gens se lancent dans l'inconnu, les gens doutent, les gens ont peur et on leur a vendu un rêve qui, sur le papier, c'est joli, mais ça se passe jamais comme prévu. Pas de réussite sans plan de jeu. Bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Kamil Areb. Kamil, je l'ai invité parce que on est dans un monde où il y a de plus en plus de Airbnb classiques. Et lui, il est pas parti dans le Airbnb classique, il est parti dans le Airbnb où il est à la recherche d'expérience. Et en fait, on est dans une période où les Airbnb peut-être margeaient pas énormément, et en fait Camille, en cherchant des Airbnb avec expérience, en fait tu fais du chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé, mais surtout une marge beaucoup plus élevée. Camille, je suis ravi que tu sois là. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi un bon Airbnb en 2026? Merci déjà Mathéo pour la présentation, merci pour l'invitation dans ces beaux locaux. C'est très beau là où on est, vraiment. Écoute, c'est quoi un bon Airbnb en 2026? C'est vrai que moi, sur les réseaux sociaux, j'appelle ce qu'on fait l'immobilier 2.0. Bon, très honnêtement, il fallait un nom. On m'a demandé, les agences marketing, elles m'ont dit, Camille, il faut que tu trouves un nom. Moi, ce qu'on fait, nous, en tout cas, c'est d'essayer de bien faire les choses déjà, de se placer sur un créneau premium, donc la location courte durée premium. Et l'idée, c'est vraiment de mixer l'immobilier et l'hôtellerie, clairement. Okay. Moi, de base, je suis vraiment un passionné d'hôtellerie. C'est ça qui m'intéresse. Et l'idée, justement, ça a été de décorréler un petit peu, moi, j'avais pas la volonté quand j'ai démarré de faire un simple Airbnb. C'était pas ça qui m'intéressait. L'idée, c'était de vraiment avoir un lieu unique, de laisser parler de la créativité et de bien faire les choses. Donc, quand je dis hôtellerie, c'est bien sûr la literie, les draps, les serviettes, mini-bar, les upsells, tout ce que fait les hôtels, nous, on le ramène dans l'immobilier et dans la location courte durée. C'est un peu ça qu'on fait, grosso modo. Pourquoi t'as pensé à ça? Parce que tout à l'heure, on rentrera un peu plus en détail sur la typologie de produits que tu recherches, mais la grande majorité des investisseurs, ils achètent un studio ou un T2, ils le rénovent, ils le décorent avec du Ikea ou des objets classiques, parce qu'ils disent faut pas que je dépense trop le moins, faut que je pense rentabilité. Ouais. Donc toi, ça veut dire que en fait, t'as beaucoup investi au début, parce que certains peuvent se dire attends, c'est risqué, peut-être que ça va pas mordre après en termes de réservation. Ouais. Comment tu savais qu'il fallait t'avais un coach, t'avais quelqu'un qui t'a dit qu'il fallait faire ça? Comment t'as fait? Grosso modo, il y a des gens qui vont de toute façon, vous allez voir que mon approche, elle est un peu singulière, mais ça, ce que tu dis là, c'est des prédispositions, clairement. Ce qu'on fait, c'est pas fait pour tout le monde. Et en réalité, moi, je viens plus du monde de l'entrepreneuriat de base. Et notre avantage concurrentiel, c'est qu'entre guillemets, on est en concurrence avec des gens qui ont un mindset, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un mindset de salarié, tu vois. Quand tu réfléchis comme un entrepreneur, tout ce que je fais, en fait, c'est naturel. Et pour moi, le risque, il est pas là. Tu sais, quand j'ai visité ma première maison, je me suis dit, je vais mettre un bassin dedans, dans le jardin. Mon beau-père, qui était artisan, qui m'a fait les travaux là-bas, il me disait, mais t'es malade, en fait. Déjà, on est dans le 95. Moi, ma target, c'était de louer ça 200 € la nuit. Et lui, il me disait, mais t'es malade, il y a personne qui va venir là. Et moi, à l'époque, quand j'ai fait ce projet-là, j'ai visité, je connaissais rien à l'immobilier, moi. Je parle de ça, c'était il y a 4 ans, c'était pas il y a 30 ans. Il y a 4 ans, je connaissais absolument rien. Mais je savais parce que quand on est entrepreneur, on a cette part d'intuition et le risque, on le voit pas comme les autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est de faire ce qu'ils font tous. C'est-à-dire les love rooms, les trucs, mettre une petite déco, un petit truc qui est risqué. C'est ça pour moi qui est risqué. Moi, quand je faisais mes calculs, 200 € la nuit, quand je voyais avec le budget de travaux que je pouvais allouer, toutes les finitions qu'il allait avoir, tous les équipements, je me disais c'est impossible que j'arrive pas à louer 200 € la nuit. C'est impossible. Et même si je le fais que 10 nuits dans le mois, je suis déjà ultra rentable. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment, c'est des prédispositions, je pense, tu vois. Donc, très rapidement, t'as pas pensé en termes de prix, t'as réfléchi en termes de valeur. Ouais, et ça, souvent, t'as besoin d'expérience pour penser comme ça. Comment
tu as réussi dès le début à penser en valeur plutôt qu'en prix? Parce qu'au final, c'est exactement ça que tu recherches avec ce type de logement. Truc, je pense que j'ai intrinsèquement en moi, c'est aussi le fait d'aimer les humains. Moi, je suis quelqu'un qui aime profondément les humains, tu vois. Avant, dans tout ce que j'ai fait avant, même que ce soit la location de voiture, avant, je vendais aussi des produits pour barbe, tu vois, moi qui n'en ai pas. Mais dans tout ce que j'ai fait, ce qui m'intéressait, c'était, tu vois, dans les produits pour barbe, c'est d'avoir les meilleurs produits, de trouver les meilleures usines, le meilleur packaging. Donc vraiment, d'apporter le meilleur produit, en fait. C'est ça qui m'intéresse, moi. Comme je te dis, ça a été l'immobilier, ça aurait pu être la restauration. En fait, cette notion de valeur, elle est prépondérante dans tout ce qu'on... Tu vois, toi, dans ton podcast, c'est la même chose en réalité. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher? C'est la valeur que tu apportes aux gens. Donc ça, c'est quelque chose, je sais pas, qui était en moi, que j'ai toujours. Et peut-être parce que j'aime les gens, tu vois, donc j'ai envie de bien faire les choses, tout simplement. Et c'est intéressant parce que, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui font du Airbnb, ils font aller un CA à 1600 €. Donc, ça fait stylé sur les réseaux parce que tu peux dire, je gagne 1600 € par mois, sauf que c'est du chiffre d'affaires. Et les gens, souvent, oublient bénéfice, chiffre d'affaires. Et souvent, ceux qui ont, par exemple, un studio ou un T2, j'invente à Vitry-sur-Seine, ils peuvent, par exemple, marger que de 200 ou 300 €. Toi, les produits que tu fais, tu as un chiffre d'affaires qui augmente énormément. Mais la marge aussi augmente énormément. Comment, selon toi, tu as réussi à beaucoup plus marger que cela? Parce qu'on va pas se mentir, dans le business, c'est marge ou crève. Pourquoi et comment tu as fait ça? Écoute, pour moi, c'est naturel. Tu sais, le premium, c'est une philosophie et j'encourage d'ailleurs même tous les gens qui nous regardent. Tu sais, on a tendance à dire premium, c'est ce qui coûte cher, c'est des gens matérialistes, etc. Alors que c'est pas vrai. Quand tu es bon dans ce que tu fais, tu dois faire exclusivement du premium, ok? Parce que tu as de la valeur. Si t'as pas compris ça, c'est que tu as des problèmes en toi, tu vois. C'est que tu manques de confiance et que tu doutes. Mais en réalité, quand tu as trouvé ton truc et que tu fais bien les choses, tout ce qui est bon a un prix. Tu vois, un bon artisan, ça a un prix. Un bon artisan, c'est pas cher. Ça n'existe pas, ça. Tu vois. Ou tu as les problèmes qui vont avec. Mais tu le découvres 3 mois plus tard, quoi. Et dans le marché, en fait, cette philosophie du premium, ça s'applique dans tout. Demain, si j'aurais lancé une activité de marchand de biens, tu m'en parlais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est pareil, c'est d'aller dans le premium parce que j'ai des beaux matériaux, je peux travailler avec des bons archis, je peux travailler avec des bons artisans. Demain, la clientèle potentielle à qui je vais revendre, ça sera des bons clients qui ont les moyens. En fait, tout est mieux, tu vois. Et dans tous les business models, c'est la même chose. Dans la restauration, dans tout, en fait. Donc moi, ce qui m'a intéressé, effectivement, directement, c'était je fais mes calculs, en fait. Et la location courte durée, je comprends, moi, il y a des gens qui m'appellent. Je sais ce que c'est, moi, la location courte durée en louant 60, 70 € la nuit. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. La prostitution, les trucs, tout ça, je connais, tu vois. Les bouteilles de gaz, là. Je connais tout. J'ai retrouvé des préservatifs dans des Big Mac, des histoires, laisse tomber. Tout ça, je connais. Parce ça que ouvre l'appétit. J'ai commencé par là quand j'étais très jeune. Donc, ces histoires-là, je connais. Effectivement, nous, sur notre business model, ça n'a rien à voir. Quand tu loues 200, 300 € la nuit, le nerf de la guerre dans la location courte durée, c'est vrai que, un des points d'attention, c'est le ménage. D'accord? Si tu as un bon prestataire de ménage, on va dire que 70-80% de ton activité, elle est déléguée, déjà, tu vois. Moi, j'ai les mêmes prestataires de ménage depuis 3 ans, tu vois, parce que je les paye entre 40 et 60 € le passage. J'ai à minima 20 passages dans le mois. Elles sont super contentes de travailler avec moi. Tu gagnent bien. Exactement. Alors que pourtant, la clientèle Airbnb pour les sociétés de ménage, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer parce que les gens, ils sont irrespectueux, ils partent pas à l'heure. Des fois, il y a des imprévus, le propriétaire, il répond pas. Tu vois, c'est un enfer. Nous, on est effectivement sur un créneau différent, clientèle différente, qu'on le veuille ou non. Quand tu as des clients qui payent 200, 300 € la nuit, c'est pas les mêmes que ceux qui payent 60, 70 €. Quand tu leur demandes 300, 400, 500, 1000 € de caution, pareil, ça vient filtrer naturellement les voyageurs indésirables. C'est vraiment cette vision business. Maintenant, je comprends. Il y a des gens, ils me disent, moi, la location courte durée, jamais. Et j'ai envie de te dire, si t'as pas cette dimension humaine, moi, tu vois, par exemple, le marchand de biens, c'est un truc qui me parle pas. Si je peux pas mettre ma créativité dans un projet et acheter, revendre, ça ne m'intéresse pas. La location longue durée, ça ne m'intéresse pas. Tu vois. Donc, est-ce que c'est la meilleure méthode? Jamais de la vie. Mais si t'as ces prédispositions et que t'aimes l'humain, des choses sympas à faire, ouais. Toujours dans le premium. Hyper intéressant. Je vais retourner après sur ton process avec les équipes de ménage parce que c'est un point qui est hyper important. Mais avant d'arriver sur l'immobilier 2.0, j'aimerais bien revenir sur les prémices. Camille, tu t'es né où? Tu viens d'où? Tu peux me raconter comment t'es tombé dans l'immobilier? Ouais, grave. Écoute, je viens d'où? Moi, du 77. D'ailleurs, je suis reparti habiter à 15 minutes de là où j'ai grandi. Franchement, j'aurais jamais pensé. Au final, la vie a fait que. J'ai grandi dans le 77. Quoi te dire, à l'heure actuelle, j'ai 28 ans. J'ai grandi là-bas. T'es très jeune pour tout ce que t'as fait et ce que t'es en train de faire.
C'est beau, hein, 28 ans. Bah, Enfin, on oublie parce qu'on est dans nos petits milieux et tout ça. Mais c'est beau, hein, ce que tu as fait. C'est pas tout beau, tout rose. Les gens, faut qu'ils entendent. Tu vois, moi, j'ai eu les lots de souffrance et tu sais, moi, je m'entends avec des gens qui ont beaucoup souffert en réalité. On parlera peut-être de cette dimension plus humaine qui m'a poussé à l'introspection. Parce que, oui, moi, je croyais que l'argent, c'était une finalité. Et plus j'en ai eu, plus j'étais malheureux, tu vois. Vraiment. J'ai eu Paul Levergne, l'épisode juste avant. Ouais. Et en fait, c'est ça, il a fait tout pour lever un maximum de dettes, avoir un maximum d'appartements. Et une fois que tu es tout en haut de la pyramide, entre guillemets, socialement, c'est stylé, mais tu dis, en fait, c'est pas ça qui m'en heureux. Et c'est hyper intéressant, en fait, de comprendre tout ça et qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'accomplissement personnel. Il y a, en fait, être heureux, c'est une question, au final, très philosophique, très large. Je pense que t'as toujours pas la réponse, moi non plus. Je commence à l'avoir, mais oui. Ah ouais? Bah, comment t'as réussi à avancer sur la réponse ou sur un début de réponse, en tout cas? Bah, c'est d'apprendre à se connaître, en fait. Bon, après, ça, c'est d'autres sujets, mais effectivement, il y a des règles qui gouvernent ce monde, tu vois, qu'on nous a pas forcément appris. Pour moi, la richesse, c'est de savoir qui t'es. Tu vois, quelles sont tes facultés, quelles sont tes prédispositions. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de prédispositions parce que moi, j'en ai. Il y a des gens qui vont entendre ça, ils vont se dire, lui, il est égoïste, tu vois. Sauf que moi, je me suis, tu vois, le doute, le manque de confiance en soi. Moi, j'ai grandi avec ça. Vraiment, tu vois. Et quand je te dis que j'ai souffert, c'est que j'ai vraiment souffert, pour en arriver là où je suis. Mais pour, en tout cas, se rapprocher du bonheur, c'est savoir quitter, en fait. C'est quel type de souffrance, si c'est pas indiscret, que t'as eu pour, Bah, c'est se poser 1 milliard de questions tout le temps, quand les autres allaient en soirée, tu vois, moi j'allais en soirée, mais dès que par exemple je buvais de l'alcool, je me sentais extrêmement mal. Plein de choses comme ça qui faisaient que sur plein d'aspects, je me sentais incompris. Dans ma famille, j'ai quitté assez jeune ma famille parce que je me sentais pas compris, tu vois. C'est des entrepreneurs en immobilier, rien à voir? Non, rien à voir. T'es le premier à t'être lancé là-dedans? Entreprendre, oui. J'ai manqué de rien, tu vois. Moi, j'ai des parents qui viennent d'Algérie. J'ai manqué d'absolument rien. Pas là pour me plaindre, mais au bout d'un moment, tu vois, tu te poses des questions, tu te comprends pas, tu n'arrives pas à fixer des limites. Ça, tu vois, le fait d'apprendre à dire non, le fait d'apprendre à dire à quelqu'un, mon ami, ce que tu me racontes là, ça m'intéresse pas, donc va là-bas. Et ben ça, tu vois, je n'étais pas en mesure de le faire. Ce qui fait que, bah, à travers l'entrepreneuriat, moi, ça a été l'expérience de la vie parce que j'ai fait des trucs. Maintenant, quand j'y repense avec du recul, tu vois, louer des voitures, j'aime pas les voitures. J'aime pas la mécanique. En fait, j'aime absolument rien de tout ça, tu vois. Mais c'était pour l'argent, là. Bah, c'était parce que la vie, des fois, tu contrôles pas. Tu vois, des fois, tu contrôles pas. La vie te présente. Et je pense que de toute façon, dans chaque expérience, tu peux en tirer du positif, tu peux apprendre. Et ce que j'ai fait, d'ailleurs, là, avec mes accompagnements, les formations et les vidéos sur Internet, ça a changé ma vie. Parce que moi, le Camille d'il y a 3 ans, impossible de s'exprimer. Tu vois, j'étais le genre de mec en repas de famille, je disais pas un mot. Je parlais pas. Alors que là, depuis tout à l'heure, tu ouais, maintenant je parle, mais parce que ce qui est assez drôle, c'est quand on va d'ailleurs de l'autre côté de ses peurs, quand on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ses peurs, souvent c'est là qu'il y a les trésors qui nous sont réservés. Tu vois, moi, l'une des facultés, je l'ai compris avec le temps que j'ai, c'est de communiquer, c'est d'aider profondément les gens, tu vois. Donc toute cette souffrance que j'ai accumulée, quand encore une fois on passe de l'autre côté de la montagne, comme j'aime bien dire, on sort du tunnel, ben on se rend compte en fait du pourquoi. Et moi j'ai compris, la vie effectivement m'a préparé et ouais, donc je sais pas c'était quoi la question. Tu dis qu'il faut apprendre à se connaître. Et c'est vrai que c'est une phrase qui est assez facile à dire, mais c'est plus dur à faire. Comment tu as appris à te connaître du coup? À travers des expériences, à travers voir un psychologue? Comment tu as fait Tout ça, j'ai fait, les psys, les stages, les séminaires. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'ai une certaine, mes potes, je les fais rire. Parce que je viens pas, moi, de ce milieu-là, tu vois. Normalement, tu dis pas que tu vas voir sur un psy. Nous, on était sur des parkings à boire de l'alcool à 3 heures du matin, tu vois. Et à chaque fois que je revenais d'ailleurs de chez la psy, bah, je parlais à mes potes, je leur racontais que je suis ce gars-là, moi. Qui partage tout. Aucun filtre. Pour apprendre à se connaître, pour moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, très simple. On a tous cette petite voix qui nous dit ce qu'on doit arrêter de faire, qui nous dit des personnes avec qui on doit aller parler, notre père, notre mère, notre sœur, des non-dits qu'on accumule depuis longtemps. Moi, ça a été d'arrêter de fumer, puis après, ça a été d'arrêter de boire, puis après, ça a été d'aller parler avec mon père. Des choses très simples. Donc, comment on se rapproche de qui on est, c'est déjà en commençant par écouter cette petite voix qui nous dit ça demande du courage, mais il faut le faire. Et il n'y a pas de... Je suis allé, moi, faire des stages au Pérou, je suis allé faire des trucs de l'ayahuasca, etc. Ok, bon, c'était dans mon chemin. Et le comment, d'ailleurs, et c'est pour ça que je pense que personne ne peut enseigner un comment. Chacun a sa petite voix, tu vois. Il y a quelqu'un qui peut t'expliquer les règles, parce que pour moi, il y a des règles dans cette vie. Ok. Maintenant, le comment, c'est à toi de le déterminer. Et il y a des gens qui vont payer des 5 000, des 10 000 euros pour aller faire des stages, des séminaires, des gens qui vont faire des respirations, des méditations, qui vont dans tous les sens. Je suis passé par là, moi. Vraiment. Donc, je suis allé là-dedans pour aller voir ce que c'était. Je pensais que c'était ça, la clé.
de ma jeune expérience, en tout cas, je me rends compte que c'est des choses très simples, en fait. Tu vois, je t'ai listé quelques petites choses là. C'est exactement ça. Et sur ma question, donc, comment t'es tombé dans l'immobilier? Ton premier projet entrepreneurial, c'était pas du tout de l'immobilier, c'était la location de voitures. Tu peux me parler un peu de ce business? De location de voiture? Ouais. C'était quoi ton idée et comment t'es tombé dedans? Moi, j'avais fait une école de commerce. Moi, de base, c'était que le foot, ma vie. Ah ouais? Ouais. Tu joues au foot? Ouais, je joue au foot. Quel poste? Je joue un peu partout, mais une grande partie de ma jeune carrière, c'était 6. Ok. 6 ou 10. Donc, milieu relayeur, créatif, mais bas. C'est ça. Au début, plus créatif, et plus j'ai grandi, plus je suis devenu physique. Là, j'ai bien maigri d'ailleurs. Mais avant, j'étais costaud. Une belle bête. Ouais, c'est ça. Et ouais, je suis allé en Écosse, j'ai joué un peu là-bas. Et puis, je me suis fait virer de mon club, je suis rentré ici. Il fallait que je décide ce que je devais faire. J'avais 18-19 ans, je crois, à l'époque. Et pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait une école de commerce à Nation, d'ailleurs. Franchement, pour moi, franchement, je comprenais rien. Tu vois, j'ai découvert d'autres gens, des gens plus de Paris, tu vois, avec les soirées, les trucs. Moi, je me sentais pas à ma place, vraiment pas à ma place. Donc, j'écoutais les cours, trucs. Bon, j'ai toujours eu des facultés à l'école. Mais bon, très sincèrement, pour moi, ces écoles-là, c'est les parents qui payent, ça les rassure. Mais en réalité, t'apprends absolument rien. Ouais. C'est de la reproduction sociale, c'est des enfants de cadres qui vont être cadres après. Ouais. Et en gros, tu payes, tu fais la fête pendant 5 ans et après, tu sais que tu vas être cadre. C'est ça. Et c'est la reproduction sociale. Je reparle à des gens qui tombent sur mes vidéos maintenant, qui me disent, et je vois un petit peu où est-ce qu'ils sont, ouais, banquiers privés, etc. Ça n'a aucun sens. Ouais. Pour moi, Pour moi, c'est une grande mascarade, tout ça. Mais enfin, bref. Ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais là-bas. On va en parler aussi après. Mais j'ai trouvé ma femme. Ah! J'ai trouvé ma femme là-bas. Merci, l'école de commerce. Exactement. Bon, je fais ça. Et puis, j'ai un ami à moi qui me dit, écoute, Camille, viens, on prend un crédit étudiant. Chacun de notre côté, on achète des voitures. Donc, on analyse le truc Drivey. Nous, on n'est pas des gars, on fait pas de business plan. Moi, je fonctionne maintenant, je l'ai compris avec le temps, très intuitif. Donc, j'aime le concret et j'aime quand ça va vite. Donc, je prends 50 000 euros à l'époque, Société Générale. Mes parents qui se portent garant. Ouais, facile à faire. Ouais. Dès que tu dis que c'est prêt étudiant, les banques. Ouais, il faut monter un dossier, un truc. Mais moi, j'ai la force de conviction. Pour moi, ça, et dans l'immobilier, quand j'ai démarré, c'était trop drôle quand j'allais voir les banquiers, parce que moi, ça me fait rire, tout ça. Je mets ma petite chemise, j'y vais, tu vois. Bonjour. Ouais. Donc, ouais, en tout cas, ils me prêtent 50 000 euros. J'achète 6 voitures, des Clio 4, des trucs à peu près à 7 000 euros. Okay. 6-7 000 euros de mémoire. Et ouais, grosso modo, ça marche. Une voiture, ça me rapporte entre 500 et 1 000 euros de bénéfices par mois. Tu vois, je comprends que rapidement, tu gagnes de l'argent en grande partie grâce au sinistre, tu vois. Et ouais, j'apprends la comptabilité parce que je vais en boîte de nuit avec la carte de ma boîte. Moi, je comprends rien à l'époque, je connais rien. On m'explique après que je peux pas faire ça. Donc j'apprends sur le terrain, on va dire, toutes ces choses-là. Tu avais créé une société et tout. Ouais, j'avais une SASU, ça s'appelait Logdrive à l'époque, Logdrive. Explique pour ceux qui connaissent pas le concept de Drivey, maintenant qui s'appelle qui a été racheté par Getaround. Tu peux expliquer aux gens c'est quoi le concept? T'achetais des voitures, t'avais un boîtier que tu installais dedans et les gens pouvaient venir. Toi, donc tu payais un parking mensuel. Moi, c'était sur Paris, j'en avais 3. Les gens viennent, ils payent à distance, ils peuvent débloquer la voiture grâce à ce boîtier-là. Donc, ils font un tour de la voiture à l'époque, ils prennent des photos, un état des lieux à l'arrivée, ils débloquent la voiture et ils la remettent au même endroit. Toi, tu viens, tu la nettoies, soit toi, soit une personne que tu vas payer. C'est un peu comme du Airbnb d'ailleurs. En réalité, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Sauf que le produit de base en immobilier, ça a quand même un actif qui va prendre de la valeur dans le temps, alors que là, c'est quand même plus un passif qui petit à petit va perdre de la valeur dans le temps. C'est ça. Si on creuse même encore plus loin dans ça, c'est que ce qui est extraordinaire dans notre business model, c'est que, on va peut-être parler après de réglementation, etc. Tu as la possibilité dans l'immobilier, si tu es malin, d'aller voir la banque, d'investir avec des conditions de locatif, c'est-à-dire peu d'apport, 10% du prix d'achat, etc. Tu peux avoir un différé. Nous, on a des clients, ils ont du 4 ans, tu vois. Et derrière, tu vas créer un business, en fait. Alors que normalement, quand tu vas voir la banque pour un business, on va te prêter sur 7 ans, on va te demander 30% d'apport, etc. Donc la magie, nous, de ce qu'on fait, c'est ça. Et en plus, derrière, si t'es malin, t'as fait notamment ce qu'on appelle un changement de destination, t'as transformé ton bien en commercial, ce qui fait que derrière, tu revends même pas. Donc on t'a prêté pour du locatif, toi, tu revends un business derrière, tu revends même pas des mètres carrés. Et quand tu revends, en effet, un business, tu revends une rentabilité ou une marge brute. Et donc là, forcément, tu réfléchis plus en prix au mètre carré. Exactement. Donc ouais, ça, c'est des leviers qui sont super intéressants. Mais en tout cas, ouais, dans l'époque des voitures, bah, en tout cas, voilà, ça m'apprend. Moi, à l'époque, j'habite dans le 77, donc je viens faire mes ménages le soir, j'ai acheté un camion, je nettoie mes voitures, les gens, ils les ramènent vers 23h minuit.
J'apprends à employer quelqu'un après qui s'occupe de cette partie-là. Mais ouais, après, je me pose pas ces questions de qui je suis. Hein. À l'époque, tu vois, je fais les Et choses. niveau comptabilité, ça allait parce que du coup, ça te permet Non. d'être dans le grand bain. Ok, je paye une comptable, la TVA, tout ça que tu as découvert Ça petit à n'allait petit. pas, mais enfin, pour quelqu'un de lambda, il verrait ma gestion, il dirait, mais c'est un fou celui-là. Sans Mais zinzin. bah, non, moi j'allais au restaurant à l'époque, c'est là que je commençais à gagner ma vie, tu vois. Ouais. Donc, Moi, tu as un peu le syndrome nouveau riche où tu dis, ok, ouais. je dépense. Et surtout moi, on connaît tous un mec un peu comme moi, c'est-à-dire le mec qui aime bien inviter tout le monde. Mmh. Bon, j'ai compris qu'en réalité avant, avec la suite, j'ai compris que c'était un grand manque de confiance en moi que j'avais, vouloir dépenser pour tout le monde, etc. Donc je me suis calmé sur ça. Mais oui, à l'époque, moi je gagnais, je sais pas, ça devait faire entre, je sais pas, 3 000, 5 000 euros de bénéfices par mois. Putain, c'est beau. Sur la boîte, hein. De bénéfices, hein, pas de chiffre d'affaires, bah oui, de parce que j'étais bénéfices. malin avec les sinistres, avec tout ça, voilà. J'apprenais, j'ai toujours su, moi, comment on va dire, on génère de l'argent. Par contre, la gestion, oui, c'est toute autre histoire. Ouais. Non, c'était catastrophique, quoi. Quand je devais faire ma comptabilité, je l'ai rattrapé 1 an et demi après. Puis je m'étais versé plein d'argent déjà, tu vois, des restaurants, 1 200 euros de restaurant, tu vois, ça m'arrivait. À l'époque, je buvais. Alors moi, quand je buvais, en plus, t'y allais. je dépensais sans compter, tu vois. T'étais en SASU à l'IS ou à l'IR? À l'IS. Ok. Donc ça va, t'avais quand même déjà une vision long terme. Ouais. J'apprenais. Et puis, je suis quelqu'un de toute façon c'est ce que je dis souvent aux gens quand t'as la volonté d'y arriver. Tu vois, je disais toujours à ma femme parce qu'on en a eu des moments compliqués. Et, à la fin de toute cette aventure-là, au bout d'un moment, si je saute dans le temps, il fallait commencer à rembourser le crédit étudiant. Et moi, j'avais aucun actif. Et oui, c'est vrai qu'on l'oublie, hein. Cet argent-là, il était plus là. Ah ouais. Tu vois, cet argent, c'est 50 000. Ensuite, derrière, j'ai fait une autre activité. Donc, j'ai une marque de cosmétiques pour hommes. Ok. Sauf qu'il y a eu des hauts et des bas, des trucs. Et à la fin, j'avais plus rien, tu vois. Donc, quand on est arrivé au moment où je devais commencer à rembourser le crédit. Là, t'es dans la merde. C'était plus la même histoire, mais j'ai toujours eu la volonté, moi, tu vois, c'est quelque chose que Dieu, la vie, ce que tu veux, m'a donné, cette volonté d'y arriver, tu vois. J'ai toujours dit à ma femme, on va y arriver, tu vois, on va trouver même toutes les réponses à toutes mes questions. Je vais toquer aux portes et au bout d'un moment, je vais bien finir par trouver, tu vois. Donc, et c'est ce que j'essaye d'enseigner aussi aux gens que nous, on accompagne. Quand on a cette volonté de bien faire les choses, tu vois. Avec, il y en a qui disent un cœur pur, mais, ouais, de bien faire les choses, comme ça que je peux le dire. Au bout d'un moment, ça marche. Donc après le business de voiture, tu arrêtes, tu as fermé la société. Aujourd'hui, la société n'existe plus. Ouais. Tu as fait cette société de cosmétiques. Ouais. Société de cosmétiques, pareil, ça marchait pas forcément. C'était quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver en IMO après? La suite, sachant que tu avais un prêt de 50 000 euros sur le dos. Ouais, la suite, c'est que j'ai un ami à moi qui avait fait avec ses parents 7 logements vers Disney. Okay. Et il avait fait 7 logements à thème, 1000 et une nuits, Aladdin, etc. Des trucs un peu, pas forcément premium, mais des trucs à peu près à 100 euros la nuit, tu vois. Et tout à la fin, moi, c'est un ami d'enfance, hein, c'est-à-dire que tout le chantier, j'ai tout suivi, tu vois. Okay. Tout à la fin, il avait une petite pièce, une sorte de local avec une terrasse. Il avait fait venir un architecte dedans qui lui avait dit, mais attends, pourquoi lui, il envisageait de faire une buanderie pour sa femme de ménage, je crois, à l'époque. Et l'architecte lui dit, mais pourquoi tu fais pas un logement, t'as une petite terrasse, etc. Et il se dit, bah, vas-y, écoute, je vais faire un logement, entre guillemets, plus premium, un truc plus sympa, avec jacuzzi, sauna. Moi, je suis l'aventure de ce truc-là, et il le met en ligne et ça génère 5 000. Quasi directement, ça génère 5 000 de chiffre d'affaires. Hein. Ah, mais 5 000 quand même pour un studio de... Pour un truc de 25 mètres carrés avec un espace extérieur de 14 ou 15 mètres carrés. Mais bien décoré, bien travaillé, etc. C'est aussi la puissance de Disney. Ça ramène quand même beaucoup de leads qui sont très qualifiés et qui ont un pouvoir d'achat qui est international. On va voir. Oui, c'est vrai que c'est ce que je pensais au début. Maintenant, force est de constater que nous, on accompagne des gens partout en France et qu'en réalité, sur des niveaux de finition similaires, équipements similaires, nous, maintenant, on a un cahier des charges qu'on respecte par logement. Franchement, en périphérie de toutes les grandes villes de France. C'est ouf. Et on n'est pas du tout les plus rentables en Île-de-France. Comme quoi, c'est la valeur qui amène l'argent. Toujours. C'est quoi l'argent? Après, si on déconstruit tout ça, tu vois, l'argent, ce n'est qu'une énergie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bon, je saute du coq à l'âne, mais il faut trouver dans quoi t'es bon, tu vois. Parce que l'argent, les gens vont te payer pour la valeur que tu apportes. Si tu sais pas dans quoi t'es bon, si tu sais pas qui t'es, ben en fait, moi, tu vois, dans la location de voiture, j'aurais pu bosser 40 ans, tu vois. En fait, comment je peux apporter de la valeur là-dedans? Je mets pas en exergue qui je suis. Donc ça sert strictement à rien, tu vois. Alors que là, dans l'immobilier, je peux beaucoup plus déjà laisser parler ma créativité, etc. Bon, parenthèse faite. Donc, j'ai cet ami-là qui se lance. Moi, à l'époque, je suis dans ce truc de cosmétique et je vois que ça marche directement. Je vois, il m'explique comment il a emprunté, etc. Et la vie fait que mon beau-père, qui est artisan, pareil, il me dit, Camille, lui, il est artisan tout corps d'état. Il me dit, Camille, mais achète une baraque, achète un appart. Moi, je te le rénove, tu vois, ton truc. Donc, cool ça. Tu vois, la vie fait que, et c'est pour ça que d'ailleurs, ça, c'est important aussi qu'on parle de ça.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, les réseaux sociaux, surtout les gens qui vendent des formations, etc. Je sais bien. Chacun a des prédispositions, tu vois. Moi, la vie m'a aidé, bien évidemment. Et vous aussi, d'ailleurs, quand vous êtes sur le bon chemin, la vie va vous aider, tu vois. Donc ça, c'est important aussi que les gens l'entendent. Moi, les planètes sont alignées et je me suis lancé comme ça. Je vais pas mentir aux gens, no pain, no gain, je me suis fait seul. Ça, c'est du bullshit. C'est toujours, de toute façon, des rencontres. Il y a toujours un coup de pouce qui a été fait à un moment. Mais il faut juste être ouvert à ce moment-là pour, OK, saisir cette opportunité et se dire, OK, faut peut-être que je saisisse cette opportunité et que j'avance. Mais c'est vrai que no pain, no gain, je me suis fait tout seul. C'est faux même. Quand t'achètes un appart, tu le fais pas tout seul. T'as un banquier, t'as un notaire, t'as un artisan, en fait, il y a tellement d'humains à gérer. Et c'est aussi pour ça que, en immobilier, petite parenthèse, la gestion émotionnelle et relationnelle, elle est hyper importante parce que si tu sais pas, tu vas pas parler de la même manière à un artisan, à un architecte, à un client, à une femme de ménage. T'arrives à bien t'adapter sur tout ça, toi? Mais pourquoi les gens ont eu des sacrés déconvenus? Parce que tu vois, en 2020, 2021, tout le monde a dit aux gens, ouais, indépendance financière, achète un immeuble, etc. Les gens, ils savent pas. Cash flow, rentier. Les gens, ils sont salariés, ils rentrent du travail, ils sont épuisés. Gérer un artisan, gérer un chantier, c'est pas fait pour tout le monde. Ok, oui. Tu vois? Mais on a vendu ce truc de, et moi, je vois des gens, tout à l'heure, tu disais, mais moi, j'ai des gens qui m'appellent, tu vois, qui ont 20 lots, 25 lots. Crois-moi qu'ils sont beaucoup plus pauvres que le mec qui a jamais investi. Vraiment. Parce qu'ils sont remplis de stress, ils sont remplis de problèmes. Alors oui, t'accumules du crédit. Dans 20 ans, on sait pas où on sera. Dans 3 ans, avec ce qui nous réserve, on sait même pas où on sera. L'argent, faut que tu le gagnes tout de suite. Donc, il y a plein de gens qui ont démarré dans l'immobilier. On le voit avec les gens d'ailleurs qui font construire leur maison, tu vois. On entend des histoires, des trucs, parce qu'en fait, les gens, ça nécessite un petit peu de capacité entrepreneuriale. Ce que tu dis, gérer un artisan, gérer tout ça, les femmes de ménage. Moi, pour moi, c'est inné parce que j'ai des expériences dans le business, tu vois. Et je vois qu'effectivement, pour des gens, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour ces gens-là, il faut faire autre chose, en fait, tu vois. Nous, on est calibré pour faire ça, mais on est très mauvais dans d'autres choses, tu vois. Chacun a ses spécificités, encore une fois. Mais je sais que l'immobilier, dans l'imaginaire des gens, c'est, ah, j'ai investi dans l'immobilier, ça me rassure, truc pour mes enfants. Donc, tout le monde n'est pas fait pour investir en immobilier. Mais non. Et puis ça, si dès le départ, en fait, ça vous fait chier de faire des visites, des trucs, mais allez faire autre chose, en fait. Mais en bourse. Mais oui. Tu te crées ta retraite pour plus tard. Voilà, très bien. Faut trouver ce qui quelque chose avec lequel t'alignes. Et du coup, ton beau-père, artisan, tout corps d'état, te dit, mec, faut que t'investisses. Mais encore une fois, je reviens, t'as un crédit de 50 000 euros sur le dos. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, bah écoute, ça, moi, à ce moment-là, je trouve un taf en restauration là sur Paris. Ok. Exclusivement dans moi, tu sais, j'ai la logique entrepreneuriale. Ouais, donc là, tu mets l'entrepreneuriat de côté, CDI. Ça devait être la transition, ça a dû piquer. Ouais, mais chez quelqu'un que je connaissais, tu vois. Encore une fois, quand on a la volonté, on trouve, on se démerde. Ouais. Donc je trouve un taf. Je demande à l'époque à ma femme, moi, il me restait un petit peu d'argent sur ce crédit-là, moins de 10 000 euros. Et je demande à ma femme de m'aider. Là, je suis vraiment en mode, tu vois, comme je t'ai dit, on va y arriver. Je me rappelle, je fais des business plans dans le salon. Je suis en peignoir, je m'appelle très bien. Je mets le tableau dans le salon et je dis à ma femme, regarde, 200 euros la nuit, c'était notre target, tu vois. C'était notre target. J'ai pas de plan d'action particulier. Je vais dans le sud, je suis une formation, parce que ma mère habite dans le sud. Donc, je vais dans le sud, je suis une formation de Yann Darwin à l'époque. Des grosses dédicaces à Yann Darwin. Parce qu'il y a des gens qui font bien le travail. Tu vois, dans ce monde de la formation, faut pas tout mélanger. Yann Darwin et sa formation, je me rappelle même plus de son nom, mais je fais ça. Alors, ça traite pas de ce que je veux faire moi. Tu vois, à l'époque, j'ai déjà ma vision, moi. Location courte durée. Bah, tu vois, j'ai vu mon ami. Et je me dis, OK, j'ai déjà ma vision. Moi, je veux mettre un bassin dedans. Je sais pas du tout ce que ça implique, mais je veux mettre un bassin. Donc, je vais là-bas, je fais la formation 1 mois, je reviens. Je comprends comment le scoring bancaire, les banques, etc. Et je démarre les visites. Mon beau-père, il me dit, écoute, lui, il bosse dans Paris. Paris Intramuros. Il me dit, si je peux trouver un truc pas trop loin. Donc, je cible 95. Je me dis, 92, je vois qu'il y a pas mal de réglementation et en termes de prix, c'est compliqué. Moi, je me dis, bon, je vais présenter mon dossier en résidence principale. Bon, après, je vais passer les détails, mais je trouve une maison dans un secteur que j'avais pas envisagé d'ailleurs. C'est un agent immobilier suite à une visite me dit, écoutez, j'ai vu ce qui vous intéresse, peut-être ça. J'ai une petite maison de ville. C'est une ancienne locataire alcoolique qui paye plus le loyer depuis je sais pas combien de temps. Là, elle est sortie. La maison, elle est dans un état catastrophique. Je vais visiter. Je fais une offre, elle est acceptée, 140 000 euros, prix d'achat. Et c'est là, d'ailleurs, je fais venir mon beau-père pour chiffrer pour l'enveloppe globale du devis. Il me dit, mais t'es un malade. Ça. Enfin, il me dit, cette maison, moi, je peux la rénover. Faire une piscine dans le jardin et croire qu'il y a des gens qui vont venir ici, impossible. Ça doit être dur parce que c'était quand même ton pilier, entre guillemets, celui qui t'a poussé à investir. Et quand ton pilier dit, n'y va pas, dans ta tête, t'as dû te poser des questions quand même à ce moment-là. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai commencé par te dire que c'est certaines prédispositions, tu vois. Moi, mon intuition,
Bon, maintenant, je l'écoute beaucoup plus. Tu vois, quand je sais que quelque chose est bon, j'y vais. Tu vois. C'est ça qui est intéressant dans la vie quand tu entreprends, c'est qu'il faut en effet écouter le conseil des autres, mais au final, il faut que tu prennes toi-même ta décision. Le discernement. Ouais, on appelle ça le discernement. Et le problème, c'est que cette petite voix, elle te parle tout le temps. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que c'est très simple finalement d'apprendre à se connaître, c'est de l'écouter, mais de commencer à la réécouter finalement, ces petites voix. Il y a des gens, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils ne l'écoutent plus, tu vois. Bon, ça, c'est des sujets profonds, mais l'intuition, effectivement, quand tu commences à vivre avec l'intuition, bah, ta vie commence à devenir extraordinaire. En tout cas, moi, à ce moment-là, je sais que c'est le bon truc. Je sais que c'est le bon truc à faire. Et donc, bah, je passe à l'action. Je trouve une banque qui me finance, le Crédit Mutuel. Très bonne banque. J'ai été financé par le Crédit Mutuel aussi. Super banque. Il comprend le truc. Bon, moi, je le prends en résidence principale. Grosso modo, voilà, je passe le truc. Donc là, on est en 2021. Je fais les travaux. Je passe directement par une prestataire, Karine et Adrien, qui sont les personnes qui m'assistent sur la partie plan, etc. Exécution, suivi. Donc, c'est pas ton beau-père qui fait tout. Non. Et tu vois, lui, pareil, il me dit, mais non, ça sert à rien de payer pour faire des plans, etc. Moi, je sais. Mentalité très artisan aussi, hein. Les artisans, ils sont pas forcément fans parfois des plans. Bah, et puis, alors, pourtant, lui, il travaille qu'avec des archis, tu vois. Il travaille. C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est ça qui est marrant. Mais comme, moi, il me dit, tu sais, comme il me voit un peu en débutant, il me dit, ça sert à rien, moi, je vais te. Non. Je lui dis, moi, je sais où je veux. Et tu vois, si t'as pas cette faculté, cette confiance en toi, et ben, tu vois, par exemple, le fait d'avoir payé pour faire des plans, je serais même pas là devant toi. Si j'avais pas ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent les frais d'architecture, par exemple, je sais pas, 2000 € de plan. J'ai ma cousine qui sait faire des plans, je vais pouvoir les faire moi-même. Ouais. Pourquoi, à ton avis, c'est hyper important d'avoir des bons plans d'architecte? Mais c'est la base des bases, en fait. Les gens veulent recevoir, ils veulent pas donner. C'est toujours pareil, en fait. C'est tellement ça. Mais oui, mais en fait, et je comprends, cette petite voix, on l'a tous. C'est même moi, je l'ai. Je suis arrivé nulle part, moi. Même moi, tu sais, des fois, je vais chez le coiffeur, je me dis, ah, attends, c'est peut-être trop cher celui-là, tu devrais aller ailleurs. Tu vois, ça, c'est une mentalité de pauvre. Donc ça, c'est à éradiquer. Bah, c'est exactement ça. Les plans, travailler avec des bons artisans, tout a un prix, en fait. Tu vois, si tu veux louer cher, ton Airbnb sera à ton image. Là, des fois, on dit ça aux gens, ça les blesse. Ah bah, ça pique, hein. Quand j'ai quelqu'un qui vient me raconter tous ses problèmes, etc., c'est à ton image. Ton business, il est à ton image. Ton Airbnb, c'est un artisan qui m'a dit ça. Et je me rappellerai toujours quand il m'a dit ça, il est venu dans nos logements, je l'avais payé pour faire des petites réparations, et il me disait, c'est dingue, les logements à toi et ton associé, ils sont vraiment à votre image maintenant que je vous connais. Et c'est vrai, tu vas chez Tony, lui, Tony, c'est quelqu'un de très zen, très calme, tu vas dans ses logements, c'est vraiment, tu vois, ça respire ça. Et pas forcément, si on veut louer cher, il n'y a pas de secret à attirer une clientèle qui est premium, il faut soi-même être premium, soi-même avoir une philosophie premium dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Et pas autrement. Alors, on va pas dans le hors de prix, ça n'a aucun sens, tu vois. On n'est pas des palaces 5 étoiles, on va pas mettre des colonnes de douche à 6 000 €, tu vois, en plaqué or, ça sert strictement à rien. Donc, faut toujours trouver le bon équilibre, mais effectivement, il y a des prestataires qui sont obligatoires. La partie plan, nous, on a dans notre écosystème soit des décorateurs, soit des architectes, en fonction du type de projet. On fait en sorte d'avoir des personnes qui soient compétentes, qui soient cohérentes en termes de prix, qui soient justes, tu vois. Moi, j'aime pas le truc de trop cher, pas cher, c'est vraiment juste, il faut être juste. Et c'est pareil pour les artisans, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Pour la maison que tu as trouvée à 140 000 €, comment tu as organisé tes recherches? Parce que la plupart des gens, ils savent pas comment s'organiser pour les recherches. Quand tu es dans l'immobilier, que tu es chasseur immo, que tu sais comment dénicher, quel conseil tu peux donner à des gens qui sont en recherche justement de projets? C'était quoi ton cahier des charges aussi pour ce premier projet? Si les gens savaient à partir, tu vois, il y a une grosse, il y a deux paramètres, je pense, pour te répondre. Il y a le paramètre, pour moi, le plus important, c'est le doute et le manque de confiance. Je te le dis, je suis obligé de repasser par là parce que moi, j'accompagne des gens. Quand tu crois en toi, tu as cette croyance que, en fait, tu vas pas y arriver, tu vas juste matérialiser ça. Et on a beau t'expliquer tout ce qu'il y a à faire, le cahier des charges, tu vas pas y arriver. Tu vois. Donc, ça, au bout d'un moment, les gens pensent que c'est un peu bisounours, fleur bleue, c'est la réalité. Moi, je suis de l'autre côté, j'accompagne des gens, tu vois. Et s'il faut régler un truc à régler personnel en toi, on va passer le temps, tu vois. S'il faut que tu pleures, on va pleurer, tu vois. Pour de la recherche de biens, hein. Pour les gens, ça n'a aucun lien. Tout est lié. Tu vois. Donc ça, c'est un paramètre qui est fondamental. Maintenant, moi, si je t'explique à quel point, moi, j'ai listé des villes, Google Maps, je me rappelle très bien, j'ai mis au-dessus de mon bureau, j'ai imprimé, tac, j'ai listé des villes les plus proches, tu vois, j'ai trié par, j'avais pas du tout les connaissances qu'on a maintenant. Donc j'ai listé des villes, je liste toutes les agences de toutes ces villes, fiche récap de recherche, mon profil emprunteur, ce que je recherche, la surface, le budget, maison de ville à rénover. Moi, je voulais un truc hors copropriété. Dès le début, tu savais que tu voulais une maison de ville. Ouais, direct, je voulais hors copro, moi. Ouais, parce que tu vois, encore une fois, j'avais cette notion entrepreneuriale. Et oui, moi, dans ma tête, je voulais déjà faire un truc où j'ai 20-25 passages dans le mois.
Donc, je me disais, mais en deuxième, troisième étage, c'est impossible. Tu vas te faire emmerder par les voisins, surtout si c'est leur résidence principale, si des vieux. Exactement. Et oui, moi, le but, c'est pas de faire chier l'environnement, tu vois. C'est de faire mon argent et voilà, mais sans déranger les autres. Je suis allé voir toutes les agences de toutes ces villes-là et je me suis mis en mouvement. J'ai acheté un MP3 à l'époque pour te dire même, bon, tu vois, il y a prescription, j'avais même pas j'avais le permis, mais j'avais pas l'autorisation là, pour conduire un 125. Mais tu vois, même ma femme, elle me disait, t'inquiète, Camille, du truc, fais attention. Mais moi, quand j'ai un truc dans ma tête, et tu vois, j'y vais. Il était délabré complètement, ce scooter. Et moi, d'ailleurs, j'ai toujours eu horreur des deux roues. Je suis un mec, je sais pas conduire les deux roues. Combien d'accidents j'ai fait quand j'étais jeune. Mais tu vois, j'ai acheté ça. Il pleuvait, il neigeait, j'y allais. Et j'ai fait je ne sais pas combien de visites, tu vois. Et c'est allé très vite. C'est allé peut-être en 2 mois, je l'ai, et je te jure, moi, je visitais au début, je connaissais rien. Tu sais, je faisais le mec. C'était comme une pièce de théâtre. Moi, j'arrivais, tu vois. Mon scooter, je le garais avant parce qu'il était, quand je te dis délabré, il était vraiment. T'as pas envie que l'agent, il te voit avec. Il était fracassé. Je freinais. Il y avait un frein qui freinait pas. Et c'est le frein du pied, là, d'ailleurs, qui freinait pas. Et là, ça faisait un bruit de dingue. Et ouais, j'arrivais, je visitais, je connaissais rien, tu vois. J'arrivais, je faisais le mec qui connaissait, je prenais des notes, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Parce que j'avais la détermination, parce que j'avais la volonté. Et je veux d'ailleurs que les gens qui nous entendent, tu sais, le manque de confiance, le doute. Hier, on a fait un webinaire, avec mon associé et j'ai vraiment insisté sur ça. C'est un peu mon rôle, moi, dans l'accompagnement aussi. Mais le doute, le manque de confiance en soi, la timidité, c'est un fléau. Vraiment. C'est vraiment un fléau qu'il faut éradiquer. Parce que tant qu'on manque de confiance en nous, on a beau faire 1 milliard de projets, 1 milliard de formations, il y a rien qui va se passer. Il y a rien qui change. Et je te le dis parce que moi, c'est ce qui a changé ma vie. Et je dis souvent, tu vois, l'immobilier, c'est l'outil, mais c'est l'argent que ça m'a généré. Et ben, l'argent que j'ai pu gagner grâce à ça, j'ai pu déjà m'émanciper un peu de ce système, me retrouver moi avec moi-même. Et cet argent, je l'ai utilisé à bon escient, tu vois. Si j'étais allé en boîte de nuit et toutes ces conneries-là, rien n'aurait changé. Ouais, clairement. Tu vois. Et c'est pour ça que je veux partager, moi, cette méthode. C'est pas la meilleure. En tout cas, c'est celle que moi, je maîtrise très bien. Et les gens qui nous rejoignent, ils sont vraiment dans cette démarche-là, d'ailleurs. Ils ont un taf. Ils en ont marre. Ils comprennent la mascarade. Ils sentent au fond d'eux qu'il y a un problème. Il y a un problème avec le système, l'histoire qu'on te vend depuis que t'es tout petit. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et ouais, ils réalisent des projets comme ça. Ils prennent cet argent-là. Ils s'intéressent à eux-mêmes. Et ils continuent leur chemin. Et du coup, ton projet, tu passes par un architecte pour faire des plans. Comment ça se passe après? Comment ça se passe? On démarre les travaux. Grosso modo, on en a pour là, comme ça, je te dirais à peu près 6 mois de travaux. C'est une maison de combien de mètres carrés? Maison de 56 mètres carrés, 2 chambres à l'étage, une salle de bain, en bas un salon séjour, et un espace extérieur. Tu savais déjà ce que tu voulais? C'est l'archi qui t'a beaucoup conseillé? Ouais, moi je savais. J'avais une sorte de book, j'avais pris des inspirations, etc. de ce que je voulais. Après, ils m'ont fait 2 propositions. Tout de suite, ça a matché avec ce que je voulais. Et ouais, on a démarré les travaux. Moi, j'étais sur le chantier quasi tout le temps parce que j'étais sur des décorateurs, je suis pas sur des architectes, tu vois, avec un suivi de chantier précis, etc. Non. C'est pour ça que d'ailleurs, en termes de coûts, j'ai dû payer à l'époque, je pense, 3 000 €, quelque chose comme ça, tu vois, pour les plans 3D. Là, sur un chantier comme ça, avec des archives, on était à plus de 10 000 €. Et on a avancé comme ça. Donc, tu faisais 77-95 et tu bossais sur Paris. Ouais. Putain. Ouais. Le triangle. Ouais, faut se donner les moyens. Ouais. Quand tu veux y arriver, tu peux y arriver, tu vois. Bon, après, il s'avère que c'était mon beau-père. Mon beau-père qui est très bon et qui a cette faculté aussi de prendre des décisions, tu vois. Et c'est aussi, d'ailleurs, ça, on en parle souvent, le fait de prendre quelqu'un qui est tout corps d'état, tu vois. Parce que quand tu connais rien et que tu vas t'amuser à superviser un plombier avec un électricien. C'est l'enfer. Oui, tu vas payer moins cher, mais oui, c'est un métier, c'est une expertise et les gens, ils veulent toujours payer moins cher, mais ils veulent pas la contrepartie avec, quoi. Bien sûr. Donc moi, j'avais cette chance-là, tu vois, que mon beau-père a déjà géré beaucoup de chantiers. Il sait ce que c'est du premium, il travaille bien, il travaille avec des bons matériaux. Donc, alors ça a pas été, crois-moi que ça a pas été compliqué. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal avec l'autorité. Mon beau-père, il a son caractère. Ça a pas été facile. Et en plus, c'est le beau-père, donc t'oses pas toujours rentrer dans l'art, quoi. Tu vois les problèmes que ça engendre avec ma femme et tout ça. Mais ouais, et puis des fois, il y a des phases de doute, forcément, tu vois, parce que je sais pas où je vais. À l'époque, j'avais aucune personne qui avait ce modèle-là en Ile-de-France. T'as pas de repère. Donc personne. T'es un fou. En fait, c'est impressionnant. Comme du jour au lendemain, tu peux passer d'un fou comme un génie. Donc là, c'est stylé. Là, tu passes pour un génie pour plein de gens. Mais en fait, t'aurais pu passer pour un fou en mode, tu vois, Camille, c'est de la merde ce qu'il a fait. Je l'avais dit depuis le début. C'est toujours comme ça. Mais la vie, c'est tout le temps ça, tu vois. Vraiment. Bon, je vais essayer de rester parce que t'as vu, à chaque fois, moi, je pars dans d'autres. T'inquiète, moi, je serai là pour recentrer, mais c'est intéressant aussi de parler. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, finalement. Et à chaque fois, et même maintenant, je continue, dès que je relance des nouveaux projets, la même chose. C'est d'autres personnes qui me le disent, mais tu vois, il faut pas laisser le doute s'installer.
Et ta DA, tu l'avais directement pour les travaux, tu savais quel matériau tu voulais mettre. Ça a été la décorateur, ça a été leur boulot aussi. Moi, je savais les équipements que je voulais, rétroprojecteur, douche à l'italienne, baignoire ronde, bassin à l'extérieur. Je voulais des niches, voilà. Pourquoi tu voulais ces 5 pas de jacuzzi dès le premier? Alors, le bassin que j'ai mis à l'extérieur, il faisait office de jacuzzi. Ok. Tu peux expliquer c'est quoi la différence entre bassin, jacuzzi et piscine? Ouais. Bah alors, on va dire qu'il y a trois niveaux pour un équipement du coup qui est indispensable, qui est on va voir soit les balnéos, donc baignoire balnéo, ce qui va faire office entre guillemets de jacuzzi, le moins onéreux, plus simple en termes de budget, ça commence à 2000 €, et c'est plus simple en termes de technique, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd, c'est une baignoire finalement. Ok. Ensuite t'as le jacuzzi. Jacuzzi, là tu peux avoir des jacuzzis à débordement, tu peux avoir des jacuzzis encastrés, tu peux faire des trucs vraiment sympas. Il y a des gammes professionnelles, ça commence à 4000 €, ça peut aller jusqu'à 20 000. On a des fournisseurs italiens, voilà. Et ensuite, tu as le bassin en dur. Bassin en dur, l'idée, c'est pas de faire une piscine olympique parce que les gens, ils viennent pour 24 heures. Pour faire trempette. Ouais, exactement. Et dedans, tu vas pouvoir intégrer des jets de massage, tu vas pouvoir intégrer un blower. Le blower, c'est ce qui fait buller le jacuzzi, c'est les jets d'air. Ok. Tu vois. Donc, tu vas intégrer tout ça dans ton bassin, tu vas le faire en maçonné. C'est plus compliqué à réaliser techniquement, ça va te coûter plus cher, à minima 15 000 €. Mais plus esthétique, du coup. Beaucoup plus esthétique et plus waouh. Nous, on est des vendeurs d'expérience. On est des vendeurs d'expérience, tu vois. Et donc l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui peut proposer une vraie expérience. Et quand tu te mets à la place du client, toi, pourquoi demain, t'es prêt à payer 200, 300 € la nuit, tu vois. Imagine, t'as un bassin privé, intérieur ou extérieur. Mais pour toi et ta chérie, c'est exceptionnel. Il y a aucun hôtel qui propose ça. Dans les hôtels, des fois, tu peux privatiser. Mais encore, c'est compliqué. C'est 1h30, t'es avec d'autres gens, t'oses pas vraiment faire des câlins avec ta copine. Ouais, voilà, c'est ça. T'as pas ton bassin pour toi, etc. Donc moi, c'était vraiment, je me suis dit, si je fais ça, c'est impossible que je loue pas 200 € la nuit, tu vois. À l'époque, c'était ma target. Ok. Bon, si je te saute dans le temps, on finit les travaux, je fais le shooting, travaille bien le shooting. Ça a duré 6 mois, du coup, les travaux, comme prévu? À peu près, 6-8 mois. Là, comme ça, j'ai même plus les. Parce que les travaux, c'est toujours une source de stress pour beaucoup de gens. Souvent, qu'est-ce que tu conseilles en termes de gestion pour les travaux, pour les gens qui vont commencer des travaux? Est-ce que selon toi, il faut toujours avoir un budget travaux un peu plus élevé par rapport à ce que tu veux au début? Comment agir ou être pendant les travaux pour les personnes qui sont dans cette période-là? Il y a beaucoup de choses à dire. Le projet, nous, la recherche de biens dans notre écosystème, on a décomposé le parcours en 26 étapes. 26 étapes. 26. Ouais, pour arriver à un projet que j'appelle 2.0. Okay. La recherche de biens, c'est la 11e étape. Ok. Avant ça, il y a tout un travail sur le choix de ton montage juridique, sur la définition de ton budget. Tu vois, c'est un truc tout con, mais les gens, ils savent même pas combien ils peuvent emprunter au global et combien ils peuvent mettre d'apport, combien ils sont confortables à mettre, tu vois. Comment ils vont emprunter, comment ils vont présenter le dossier à la banque. Tout ça, c'est des trucs qui doivent se préparer en amont et c'est tout à fait lié avec le projet parce que si je détermine que j'ai 180 000 € de budget global, et que je veux faire un truc qui me rapporte vraiment du cash flow. Donc, on a compris qu'il faut faire vivre une expérience, compris que forcément, ça va me coûter de l'argent dans les équipements, dans l'aménagement. Donc, si j'ai 180 000, je vais pas cibler des trucs avec un prix d'achat à 160. Ça n'a aucun sens. Je vais cibler un truc avec un prix d'achat à 130, 140. Tu vois. Donc, déjà, là, il y a des gens qui nous appellent. Ouais, j'ai signé un compromis, j'ai vu tes vidéos. Oui, mais non, en fait. Non. Parce que tu t'es mal préparé. L'autre phase la plus importante, effectivement, pour avoir un chantier bien réalisé, c'est l'étape du financement. Il faut pas être sous-financé parce qu'encore une fois, un bon artisan, ça ne coûte pas cher, ça n'existe pas. Soit c'est quelqu'un de ta famille, dans ce cas-là, ça peut s'entendre, ok. Mais sinon, et ça c'est peut-être 2% des gens, sinon non. Donc nous, forcément, on accompagne les gens. Donc quand on a trouvé le bien, Tony, là c'est plus lui qui gère cette partie-là, va l'assister parce qu'on a la faculté, nous, vu qu'on a réalisé beaucoup de projets, de savoir. Grosso modo, pour avoir un chiffrage au millimètre, il faut avoir les plans. Okay, on peut pas chiffrer au millimètre sans plan, c'est impossible. Maintenant, nous, on a la faculté, sur un appart de 30 mètres carrés, on a déjà réalisé plusieurs projets sur une maison de ville. On sait. Donc tu sais, et tu réfléchis plus au prix au mètre carré. C'est ça. Et l'idée, c'est de savoir où on va pour pouvoir chiffrer. Et là, on est à la phase généralement de compromis. C'est là qu'on a besoin d'avoir les devis pour pouvoir avoir le financement. C'est vrai qu'on n'a pas les plans définitifs, mais plus on sait où on va, et plus, grosso modo, on va avoir un chiffrage cohérent. Ne pas hésiter effectivement à prendre aussi un peu plus large dans le devis qu'on va présenter à la banque, 10-20%. Mais voilà, ne pas y aller à l'aveuglette. Et le problème dans l'investissement immobilier, c'est que les gens, ils y vont à l'aveuglette, tu vois. Surtout sur des projets comme les tiens, Immobilier 2.0, où, oui, c'est sympa, c'est une grande maison, mais qui dit grande maison dit aussi grand budget travaux. Ouais. Et un grand budget travaux, quand tu dois, pendant, 6 mois,
faire des virements, et il n'y a pas d'argent qui rentre, tu stresses. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles en termes d'acompte? Comment gérer les acomptes pour éviter d'avoir des problèmes avec les artisans? Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça à tes clients? C'est pour ça que moi, il y a toujours un intermédiaire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a toujours soit un décorateur. L'avantage du décorateur, tu vois, typiquement, nous, Karine et Adrien, avec qui j'ai démarré, ils ont leur réseau déjà d'artisans. Ok. Tu vois, un bon artisan, déjà, il faut aller déjà aller voir ses réalisations. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Montre-moi ce que tu as fait. Les gens, ils osent pas. Non, mais Camille, j'ose pas. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas payer 20 000, 40 000, 60 000 euros, t'oses pas aller voir ce qu'il a fait? Moi, je veux le numéro des clients chez qui t'as bossé. 60 000 euros, c'est énorme, hein, on oublie parfois. Mais c'est plus qu'énorme. Ouais. Mais ça, on oublie. Les gens, ils oublient. Ça, c'est généralement, bon. Parce que moi, les gens que j'attire, ils sont comme moi. C'est-à-dire, les gens, le doute, on sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'on n'ose pas demander. Non, tu vas demander. Nous, dans la négociation, pareil, on rigole maintenant. Quand t'es de l'autre côté, t'as vu, toi maintenant, t'as de l'expérience, on rigole. Au début, t'es là, t'as peur, 5 000 euros, mais ça se fait pas. Mais nous, on se marre avec Tony. Des fois, il appelle les propriétaires. Parce que des fois, on négocie pour le compte de nos clients. Et on se marre, tu vois. On dit, mais 170 000, vas-y, on propose 120 000. Non, mais Camille, ça se fait. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Demain, si je vais pas bien, il sera pas là, le gars. Donc 120 000, ok, truc, bon. Ta question, je me rappelle plus, c'était quoi par rapport aux travaux? C'est ça, par rapport à la gestion des acomptes. Parce que souvent, tu peux avoir un artisan qui dit premier acompte 60%, t'envoies 60%, il part. Là, c'est le pire exemple. Hein. Il part. Et t'as donné 60%, il te reste plus que 40% pour faire un projet à 90 000. Quel conseil tu donnes justement pour bien gérer les acomptes et ne pas avoir de problème de trésorerie par la suite? Déjà 60%, jamais. Moi, très honnêtement, nous, on a un partenaire travaux avec qui on bosse partout en France et qui est capable de gérer des chantiers partout en France. Ils sont une centaine après dans sa structure. De mémoire, lui, c'est Tony qui gère toute cette partie-là, mais je crois que c'est 30-30-30. Quelque chose comme ça, 30-30-30, 30 ou quelque chose comme ça. On est plus sur jamais de la vie, c'est 60 au démarrage du chantier. Jamais. Le réseau, d'où il vous est recommandé cet artisan-là, c'est archi important, encore une fois, voir ses réalisations. Et si, justement, ça vous terrifie à ce point-là, prenez un intermédiaire, quelqu'un qui va vous assister sur les plans. Et cette personne-là, généralement, c'est dans son intérêt que le chantier soit aille au bout et soit cohérent par rapport au plan qu'il vous a fixé. Donc, si ça vous terrifie vraiment, que vous voulez pas passer par un artisan en direct, même moi, qui suis pas terrorisé par ça, je n'ai jamais fait un chantier avec un artisan en direct. Jamais de la vie. Et plus j'avance, moins je m'en occupe. Plus je paye cher. C'est comme ça. Donc, je comprends au début, mais généralement, c'est le problème fondamental, c'est que pour moi, hein, de tous ces problèmes-là qui surviennent dans l'investissement immobilier, c'est que les gens se lancent dans l'inconnu, les gens doutent, les gens ont peur et on leur a vendu un rêve qui sur le papier, c'est joli, tu vois, mais ça se passe jamais comme prévu. Là, je parlais avec un gars, pareil, qui me disait, là, il partait sur 6 mois de travaux pour faire une colocation à 100 euros par mois de cash flow. Je lui disais, mais c'est dur à entendre, mais je lui disais, mais tu peux pas faire ça, en fait. Ton argent, c'est ton énergie vitale. Tu dois gagner de l'argent. C'est pas possible de faire un truc 100 euros par mois sans parler des imprévus. Mais imagine, déjà sur le papier. T'as pas le droit d'imprévu, en fait. Ça peut pas marcher, en fait. Un truc à 100 euros par mois, c'est impossible. Impossible. Y a pas de marge. La marge, c'est ta sécurité, en fait. Marge ou crève, comme on disait au début. C'est vraiment un rapport temps, argent, énergie. Et il faut savoir mettre la barre au moment de ta vie aussi, parce que quand t'es plus jeune, ok, tu vas peut-être mettre plus sur l'énergie parce que t'as le temps, donc t'as peut-être pas l'argent. Et en fonction de ta période, tu dois savoir mettre la barre sur le bon point. T'as vu, c'est ça. Et du coup, le projet se termine. Ouais. Les travaux se sont bien passés. Les finitions, t'étais content? Non, il y a eu plein de choses. Non, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Mais encore une fois, c'est pour ça que la douche à l'italienne, la pente était pas bonne. Ça, j'ai l'impression, les douches à l'italienne, c'est toujours la même histoire. C'est sympa sur le papier, mais après l'eau elle coule pas et du coup t'es obligé de prendre un vieux balai. Il y a tellement de trucs, mais si les gens savaient, c'est pour ça qu'en fait, lancez-vous. Au bout d'un moment, faut y aller parce que là, je vais vous lire. Qu'est-ce qui n'allait pas? Le bassin, je l'ai enlevé. Ah ouais? Ouais, je l'ai enlevé là il y a 8 mois. Ouais, parce que j'ai eu des problèmes, laisse tomber. Mais attends, je vais te lister dans l'ordre. Le bassin, je vais te le faire après. La douche, j'ai eu des problèmes d'infiltration d'eau, mais laisse tomber. Ce qui fait que 1 an et demi après avoir démarré, j'ai dû reprendre pas mal de trucs. Ça m'a coûté 7-8 000 euros. Au sol, j'avais mis une peinture de sol à l'étage. Catastrophique, pas du tout adapté par rapport à notre activité. Nous, il faut penser comme un restaurant. Carrelage. 25 passages dans le mois. Ouais, carrelage ou alors un parquet, ça peut le faire. Du stratifié, ça peut le faire avec un passage intensif. Mais voilà, tout ce qui va être pièces d'eau, etc. L'eau, c'est un fléau. La plomberie, c'est le problème numéro 1. Mais nous, on a des gens, tu sais, comme toi, demain, tu vas à l'hôtel, tu vois, tu payes, tu te fais plaisir. tu comptes pas si j'ai payé 200 euros la nuit, j'ai envie de kiffer. C'est ça. Et c'est normal. Moi, je veux bien l'entendre. Mais nous, en tant que propriétaire, on doit tout anticiper. Tu vois, les pièces d'eau, ça doit être vraiment étanche.
on ne peut plus étanche, vraiment. Et moi, je voulais faire un truc tout esthétique, tout ouvert, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, pareil. Le bassin extérieur, ce que je t'ai dit, j'ai mis une mosaïque beige. J'aurais jamais dû faire ça parce que le rendu de l'eau, au final, n'était pas bon et ça crée beaucoup de problèmes. La machinerie, donc le système de traitement de l'eau, je l'avais pas fait parce que moi, je voulais que les femmes de ménage, je pense, me suis dit, comme elles passent tous les jours, elles vont pouvoir traiter l'eau. Non, pas du tout. J'ai eu des problèmes de dingue. Donc, il a fallu installer un système de traitement automatique. Le bassin, j'ai eu des problèmes avec la mairie, j'ai eu des problèmes avec la police, j'ai eu des problèmes avec tout le monde. Pourquoi avec la mairie, avec moi, la police? Dans ce logement-là, ça a vraiment été l'école. J'ai tout appris. J'ai tout appris parce que moi, dans ma tête, quand j'ai démarré, j'ai arrêté mon taf directement. Je me suis dit, je m'en occupe. Full time, là. Ouais, je vais faire le ménage, je m'occupe de tout. Bon, le ménage, j'ai arrêté très vite, très honnêtement, mais après, je m'occupais de tout. Je m'occupais des annonces, de prendre le temps avec les clients. Et moi, je suis j'allais dire un bon commercial, non, mais parce qu'en fait, j'aime les gens, tu vois. Et moi, les ventes additionnelles, en fait, tout ça, c'est venu naturellement. Tu vois, j'ai appris sur le tard. J'appelais les gens. Ouais, des fois, je passais 15 minutes avec la personne au téléphone qui allait venir le soir même. Et on nouait un vrai lien, etc. Donc, elle me disait, mais attends, tu peux pas me ramener ça, tu peux pas me ramener ci. Et moi, au début, j'ai fait venir des influenceurs, tu sais, je voulais que ça marche. Ouais. Donc, laisse tomber. J'ai eu des soirées, j'ai eu des trucs. Alors, ça a marché, hein. J'ai fait des mois. Sur l'année 2024, cette maison, elle a fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Parfois, pour s'en rendre compte, tu fais diviser par 12 pour te rendre compte au mois combien ça fait. Mais en fait, là, t'es en mode, ah oui, quand même. Mais c'est pas fou. En fait, si tu vas au bout de ce processus-là et que tu décomposes tous les chiffres, c'est pas fou, finalement. Enfin, c'est cohérent. Pourquoi? Pourquoi c'est pas fou? Parce que tu calcules. Moi, là, j'étais sur du 30 sur 30. Quasiment tous les mois, toute l'année, je suis sur 30 sur 30 quand j'avais mon bassin. Tu calcules, ne serait-ce que 24 000 loués dans le mois, ça fait entre 200 et 400 euros, 200, 400 euros, pas la nuit, avec les ventes additionnelles. Okay. Et quand tu creuses, tu te rends compte que c'est pas fou. Tu regardes le marché et tu regardes par rapport à cette offre-là, une maison de ville avec piscine, c'est pas fou du tout. Donc, il faut juste décomposer. Ça, c'est un travail qu'on fait d'ailleurs dès le départ aussi. C'est que des croyances limitantes, en fait. Mais pour un business, c'est bien, mais c'est pas. Si tu commences à t'intéresser à certains business, tu vois, là, on est dans un studio de podcast, tu vois leur compte. Il y a des gens qui vont te dire, mais c'est fou, en fait, ce que ça génère. Non, c'est pas fou. Il faut juste décomposer, en fait. Donc, ouais, cette maison, au début, j'apprends tout. Je fais de la location à l'heure. Je commence aussi à faire de la location à l'heure. Je vois que j'ai de la demande pour des gens qui me disent je vais rester 2-3 heures. Puis après, je vois qu'il y a des plateformes justement spécialisées pour une clientèle plus corporate aussi. Donc, j'accueille des marques pour des shootings, pour des gens qui vont me faire des clips vidéo, des marques de pyjama. J'ai eu des marques de lingerie. J'ai eu. T'as vraiment tout eu. Ouais, des clients qui eux, ils s'en foutent de payer. Ils peuvent payer 700, 800, 900 quand euros. c'est du B2B, envoie la facture et je te règle. Ah oui, directement. Donc, j'ai absolument tout eu. J'ai des problèmes de dingue avec mes voisins. Il a fallu que j'apprenne à trouver des solutions, les capteurs de bruit, enfin bref. J'ai tout appris là-bas. J'ai fait plein d'erreurs. Et c'est en même temps assez naturellement d'ailleurs que c'est à cette période-là je commence à accompagner des gens. Je commence à accompagner déjà des amis, tu vois. Parce qu'ils voient mes chiffres, ils voient le truc et moi je suis quelqu'un, tu vois, je partage Quand ils voient tes chiffres, c'est-à-dire t'avais déjà créé un compte sur les réseaux et non, je parle documenté. Moi. Ah ok, tu leur parlais. C'est des amis d'enfance avec qui j'ai grandi, tu vois. Je leur disais et puis moi je suis ce gars-là. À l'époque je voulais déjà d'ailleurs former des gens quand je faisais de la location de voiture. Ok. C'est vrai que ça j'en ai pas parlé. J'étais parti à 1 mois à Bali avec un ami à moi. On avait loué une maison et dans ma tête je voulais créer une chaîne YouTube pour apprendre aux gens et je bassinais mes amis. Je leur disais mais putain les gars, moi j'arrive à générer ça. Qu'est-ce que vous faites en fait? Prenez un crédit étudiant. Et tu vois, je suis toujours ce gars-là. Il y a toujours un mec qui veut tirer tout le monde vers le haut. Moi je suis ce gars-là. Et à l'époque j'étais tellement terrorisé à l'idée de parler que j'avais jamais sorti les vidéos, tu vois, que j'avais fait à Bali. Et bon, tu vois, de prédisposition que j'avais, je sais que c'est un truc que j'ai, moi, d'accompagner les gens. Et là, avec l'immobilier, c'était le bon moment. Et c'est à ce moment-là, effectivement, je commence à accompagner des gens et que tout commence à se mettre en marche. Et ouais, de toute façon, cette maison-là, jusqu'à l'heure actuelle, même des clients qu'on accompagne, pour l'instant, personne n'a réussi à faire une maison qui génère autant que ça. Comment tu t'es organisé d'un point de vue... Tu me dis quand je peux reprendre? Ça fait 1 heure déjà? Ça passe vite? Ah non, mais c'est parfait là. Dans le scénario. Enfin, dans le truc, quoi. Tu me dis quand c'est bon? Ok. Et d'un point de vue comptabilité, organisation, structuration, comment tu t'es structuré? Parce que on est en France, donc tu as dû investir, tu devais être en LMNP, mais si tu reçois autant en Airbnb, ça te fait un chiffre d'affaires de dingue et donc forcément ton déficit foncier, il va éviter ça ou éviter de passer des impôts sur les loyers.
Comment tu t'es organisé pour justement éviter ça ou éviter de passer en LMP, loueur meublé Je professionnel? l'ai pas évité. Je l'ai pas évité. Non, Il y a le mur, bam. ouais, non, je suis comme ça, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai compris maintenant avec le temps. Au bout d'un moment, pourtant, j'ai essayé de rentrer un peu dans les règles, etc. Je pars. Je pars l'année prochaine parce que il y a des trucs, au bout d'un moment, quand t'es plus aligné avec quelque chose, tu vois, quand c'est hors de toi, bon, ça, je l'ai compris avec le temps. Mais non, 2022, 2023, 2022, je lance en août. Je fais, pourtant 96 000 € de travaux, hein, avec tous les amortissements, tout. Ouais. Je suis déjà en bénéfice. Je crois que je suis en 2022, je crois que je suis à plus 23 000 de bénéfices, alors que j'ai commencé en août, tu vois. C'est ouf. C'est incroyable. Et du coup, tout va sur le crédit mutuel ou la banque où tu avais Tout. levé la dette. Ouais, j'ai mon compte perso. Donc c'est stylé parce que tu vois les plus qui rentrent dans ta poche et t'es en mode oh yeah. Et le banquier, Là, il y a que le positif. hein. Le banquier était choqué parce que lui, je lui avais dit résidence principale. Au final, je lui avais dit écoutez, bon, j'ai un changement de situation professionnelle. Je me suis dit, allez, je vais le mettre en courte durée. Bon, il s'avère que ça fonctionne extrêmement bien, tu vois, ce que je lui ai dit. Et d'ailleurs, les gens qui me posent la question, est-ce que les banquiers, trucs, si vous payez votre crédit, Ouais, c'est ça. moi, il pensait que c'était une conciergerie, tellement il y avait de virements qui arrivaient. Il pensait, pour lui, c'était impossible, ça provienne d'un bien. Donc, il pensait que j'avais ouvert une conciergerie, un truc, tu vois. Il voyait Airbnb, Booking, Airbnb, Stripe aussi, beaucoup de Stripe. Et ouais, tout arrivait sur mon compte perso. Donc, j'étais un LMP directement, puisque j'avais arrêté mon boulot. Et ouais, année 1, je crois que je fais plus 22 000, quelque chose comme ça. Année 2, 2023. Donc là, on est en 2023. Je suis en LMP. Donc l'URSSAF, toc. Assassinat. Rattrapage URSSAF. L'URSSAF, il vient en 2024. Ah, donc t'as dû te faire allumer en 2024. J'ai payé avec l'IR et j'étais à 50. En 2023, j'étais à plus de 50 000 € de bénéfices. Donc j'ai payé même plus. Non, j'étais à quasiment 60 000 € de bénéfices. J'ai payé quasiment avec l'IR, j'ai payé 35 000 € d'URSSAF et d'IR, truc comme ça. Quand t'as reçu le courrier, déjà t'as vu URSSAF te dire. Oh, j'ai vendu ma voiture. Ah ouais? Ouais, je te jure. J'ai vendu ma voiture parce qu'entre temps, j'avais fait une autre opération aussi d'achat-revente d'ailleurs. Bref, qui m'avait permis de mettre un peu d'argent de côté aussi. J'avais pris 80 000 € de plus-value. Incroyable. Heureusement. C'est ça que tu dis, il faut savoir faire des OP avec du cash quand même. Et moi, je suis comme ça. Il y a des gens, encore une fois, ça c'est mon parcours. Tu vois, c'est mon chemin. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, d'ailleurs, le comment. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, le comment, il est propre à chacun, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je fais très attention aux conseils que je donne. Chacun, si tu sens que t'es pas aligné avec ça, moi, c'est ma manière d'être, je suis comme ça, tu vois. Il y a des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent pas. Tu vois, je t'ai dit que je vais partir de la France parce que ça me convient plus. C'est un ressenti que j'ai à l'intérieur de moi, c'est mon énergie. Est-ce que je vais dire aux gens la France truc? Non, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Je mange pas de viande, moi. Je vais pas dire aux gens, j'en ai rien à foutre, je vais pas les manifester, mais je suis comme ça parce que ça me correspond pas. Donc, tu vois, c'est mon chemin, c'est ma manière de gérer aussi mes activités, mes business, je suis comme ça. C'est mon profil de personnalité qui me convient à moi, tu vois. Et effectivement, tu vois, je t'ai dit, j'avais fait une opération entre temps. Et oui, j'ai vendu ma voiture. J'avais acheté un Range Rover à l'époque. Plus sympa, tu dis c'est bon. J'ai percé, petit Range Rover. Non. Non, mais après ça, c'est sans parler de 2024. Ça a été 2024, 2025, ça a été des années. Moi, dans ma vie perso, je suis devenu papa, mais c'était des années où j'ai appris énormément, très très compliqué. Ouais. Ah oui, mais c'est bien, ça m'apprend, ça m'a forgé, tu vois. C'est horrible hein, la vie, mais c'est dans le dur qu'on apprend quoi. C'est ça. Et du coup, l'URSSAF a tapé à la porte. Ouais. Là, tu t'es dit, OK, je restructure. T'avais un comptable ou t'avais un comptable, un avocat fiscaliste? Tu t'es entouré? J'avais un comptable, mais c'est un rigolo. Franchement, ce comptable-là, un rigolo, il m'a archi mal conseillé. Mais après, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. Moi, je suis dans cette philosophie, je suis responsable. Après, quand tu commences, tu dis c'est un comptable. C'est comme le notaire, le comptable. Tu dis ça représente entre guillemets l'État ou c'est un poste qui est quand même important. Tu dis je vais le faire confiance à 100%. Mais en fait, tu comprends que c'est horrible ce que je vais dire, mais que tu peux faire confiance à personne dans la vie. Ouais. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même si un truc qui va pas, parce qu'il faut aussi te former et savoir, ouais, mais après, te former dessus. Nous, moi, de ma conclusion, c'est que effectivement, les experts comptables, ils sont pas là pour te faire gagner de l'argent. Ils sont là pour faire rentrer l'avocat fiscaliste, c'est autre chose. Mais l'expert comptable est juste là pour recevoir tes relevés, tes factures et ça, faire des chiffres. Exactement. Moi, mais même l'avocat fiscaliste, tu sais, Dimitri Boujard, il est un peu connu, on discute beaucoup. J'ai le même. On discute. Pour moi, en fait, c'est et ça n'engage que moi. Hein. C'est une mascarade. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de jouer dans un jeu qui, en fait, il y a des mecs qui sont en train de décider de ces lois qui sont en train de mourir de rire, en fait. À se dire, on va voir jusqu'où on peut aller. Donc, en fait, les avocats fiscalistes, ils sont en train de moi, je fais un rendez-vous et Dimitri, il le sait, hein. Je fais des rendez-vous, des audits. Je sors au bout d'1h30, je suis lessivé, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de me faire, là? Et moi, je suis arrivé à un stade où même les meilleurs avocats, etc., pour moi, le jeu, il est truqué, en fait. C'est naze. Au bout d'un moment, on est dans un labyrinthe sans fin. C'est anxiogène. Moi, je reçois des recommandés, des trucs. En fait, ils font tout pour pas que tu t'en sortes. Et comme je te dis, ton argent, c'est ton énergie.
et je vais pas rentrer dans des considérations plus spirituelles, etc. Pour ceux que ça intéresse, bon, ça, c'est des sujets que j'aborde sur ma chaîne, mais tu sais, là où tu mets ton argent, ça a un impact, tu vois. Et dans quoi? Donc, tu payes des impôts, hein, c'est-à-dire que tu les donnes à une entité, cet argent-là. Dans quoi est utilisé? Il va où cet argent-là? Tu vois, concrètement. Et au bout d'un moment, là, tu commences à te poser des questions. Et moi, il y a des trucs, effectivement, que j'accepte plus. Mais c'est, encore une fois, ça ne regarde que moi. Et c'est pour ça que je pars, tu vois. Mais effectivement, au bout d'un moment, j'ai ouvert une société. J'ai ouvert une société d'exploitation. J'ai gardé mes biens en nom propre. Donc une SASU, une SAS. une avec SAS ma à femme. l'IS. Ouais, une société holding en l'occurrence. Ok. Qui encaissait les revenus. Ouais, c'est ça. Et qui versait des loyers, en fait, qui sous-louait à Ouais, moi-même. c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Ça me permet de maîtriser la fiscalité et au moins d'être soumis à l'IS. Voilà. Et à la CRL que tu as dû découvrir aussi. Oui, cotisation sur. J'ai eu ma comptable tout à l'heure qui m'a dit Mathéo, tu dois payer X de CRL. La CRL, c'est cotisation sur les revenus locatifs. C'est 2,5% du chiffre d'affaires et pas du bénéfice, du chiffre d'affaires. Et comme sur ces types de revenus, il n'y a pas de TVA, en gros, l'État s'est dit, attends, faut bien qu'on leur prenne quelque part. Et du coup, ils prennent là-dessus. Mais tu es quand même plus gagnant, même si tu payes de la CRL, que comme ce que tu as fait au début. Tu peux pas t'en sortir, en fait. Parce que nous, on est en bénéfice possible. Directement et tu payes quasiment, tu es à 60%, 60-70% de ton bénéfice. Je sais pas, il faudrait faire les calculs avec l'IR. Et bien sûr, je me rends compte. C'est ça. En fait, jusqu'où on arrive. Et des fois, moi, je regarde les gens. Tu sais, moi, je suis un grand observateur depuis que je suis petit. J'observe, même quand j'étais dans la cour de récréation, j'observe les gens, je suis comme ça, tu vois. Et je me dis jusqu'où on va aller, tu vois. Je te parlais du fait d'être venu en voiture. Là, pareil, j'observais, tu vois. Je regardais les gens, comment ils étaient en voiture. Et je vois les gens qui fument. D'ailleurs, j'étais surpris du nombre de gens que je voyais fumer avec les vapoteuses, là. Moi aussi, avant, je fumais, mais... Et je me dis jusqu'où ils vont aller, en fait. Jusqu'où les gens vont accepter. Parce qu'en fait, c'est devenu entreprendre avec tous les risques que ça comporte, etc. Et que derrière, ils te prennent quasiment tout. Dur, hein. En fait, jusqu'où on va aller, je sais pas. C'est le même constat pour tous les entrepreneurs que je rencontre et que je questionne. C'est que en même temps, la France, c'est un très beau pays. Quand tu voyages, tu te rends compte que voilà, on a beaucoup d'avantages. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est une question d'énergie. Et quand tu entreprends et que tu as l'impression que tu fais tout pour ne pas reculer, mais parce que toi, tu veux avancer. Typiquement, quand tu fais de la comptabilité, tu dois envoyer toutes tes factures. En fait, tu as l'impression que tu dois toujours te justifier que t'es pas un escroc, que t'es pas un connard, alors que tu veux juste être entrepreneur et créer de la valeur. Et pour beaucoup de Français, au final, les entrepreneurs, ils sont mal vus, je trouve. Ouais, je pense qu'on a, j'allais dire, on a souillé les gens. C'est dur ce que je vais dire, mais c'est la stricte vérité, tu vois. On prend l'énergie des gens partout et les gens, en fait, se rendent plus compte. On se rend plus compte, on a perdu notre lucidité. On n'a plus le courage de dire aux gens, en fait, allez vous faire, voilà. Tu vois. Et moi, je suis dans cette démarche de façon globale, hein. C'est pas qu'avec l'État français, c'est tous les gens autour de moi, hein. Tu vois. Je suis arrivé dans un stade de ma vie où voilà. C'est moi, je suis devenu ma priorité. Et oui, effectivement, moi, imprimer des relevés, surligner, mettre des factures, tout ça, voilà. Il y a des gens qui sont calibrés, encore une fois, pour ouvrir des sociétés ici, et c'est OK. Et tu vois, c'est fluide. Ils ont une belle énergie, ils arrivent bien à entreprendre ici, ça match avec qui ils sont. Let's go. T'as déjà pensé à faire ce même système à l'étranger? Ouais, ça peut se faire partout. Moi, je l'ai fait ici parce qu'on a des conditions d'accès au crédit qui sont incroyables. Tu vois. Ça, faut pas l'oublier. Sinon, le business model, il est pas intéressant, en vrai. Ou faut du capital, mais quand t'as pas de capital. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé, tu vois. C'était bien évidemment cette notion d'apporter de la valeur, etc. Mais aussi parce que, tu vois, mon ami, quand je l'ai vu, il m'a expliqué, lui, c'était un projet à 800 000, projet global. Mais quand je voyais qu'il avait mis, je sais pas, il avait à peine mis, je crois, il avait mis 60 000, je crois. Je me dis, mais attends, mais c'est ouf. Comment ça, on te prête? Et moi, quand on m'a donné l'offre de prêt, la première, mais j'ai été choqué. Mais vraiment, je te le dis, je suis rentré avec mon petit carnet là à la maison. Je vais voir ma femme, je lui ai dit, mais on nous a prêté 238 000 euros. J'ai mis 14 000 euros de ma poche d'apport. Ils m'ont prêté et je me suis dit, mais attends. En fait, parce qu'on perd la notion peut-être des chiffres. Et le taux de rendement interne, il est énorme. C'est incroyable. Enfin, juste cette notion qu'on m'a prêté 230 000 euros, je me suis dit, mais attends. Mais c'est alors, je pousse personne à faire des crédits. Un crédit, pareil, hein, ça on pourra en parler. C'est pas un jeu, c'est de l'argent. Ouais. Et oui, il faut être équilibré, il faut savoir où on va. Et ouais, mais effectivement, force est de constater que il y a très peu de pays où on peut avoir ces conditions-là d'accès au crédit. Et le deuxième paramètre, c'est qu'on est dans le pays le plus touristique du monde. Donc tu vois, t'as dit ces deux trucs-là, tu te dis mais il y a quelque chose de sympa à faire. C'est le plus touristique et en même temps, j'ai l'impression que beaucoup de Français critiquent les touristes. Tu vois des Airbnb dehors, les touristes dégagés. Et une fois, je me baladais dans le 5e à la place où il y a l'immeuble de Émilie in Paris.
Et t'avais des tags en mode touriste, go ahead, cassez-vous et tout ça. Mais tu sais que moi, je comprends ça. Parce que moi, sur ça, tu vois, moi, dès le départ, tu sais, je t'ai dit, je voulais hors copro. C'est que pour moi, tu vois, ma vision de l'activité, c'est une activité commerciale. Donc, je comprends les copropriétés. Je comprends les villes. Je comprends. Tu vois, comme ça ne te viendrait pas à l'esprit d'ouvrir un restaurant au 3e étage d'un immeuble, et ben, d'un immeuble d'habitation, bah pour moi, c'est la même chose. Oui, mais tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça permet aussi à la mairie ou même à l'État français de générer des revenus. Déjà qu'on est pas mal en retard là-dessus, c'est quand même Oui, mais c'est assez compliqué. Mais c'est parce qu'ils ont plafonné les loyers, parce que ça n'a aucun sens, en fait, les règles avec les squatteurs, avec tout ce qu'ils font. Ça, on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai envie. Il y a plein de gens qui mettent en commentaire, c'est à cause de toi qu'on n'a plus de, Ils ont rien compris, ces gens-là. Et tu passes pour le connard de service à presque défendre Airbnb, alors que de base, c'est pas Airbnb que tu veux défendre. C'est tout le système qui est compliqué, en fait. C'est une mascarade, en fait. Si j'achète un logement 500 000 et que je peux pas le louer plus de 1300 euros, mais je vais dire, c'est évidemment, dans quel monde vous vivez, en fait. Et donc, qui va acheter? Des gens qui ont du capital. Donc, souvent, ça va être des étrangers. Et en fait, Paris ne va plus appartenir aux Français. Ça va pas, ça va être une ville, tu vas dans le 6e, dans le 7e. T'as des Brésiliens, des Américains. Et eux, ils ont de l'argent, hein. Tu regardes le PIB des Américains, il est à 85 000. En France, on est à 45 000, presque divisé par 2. Mais crois-moi qu'il y a de l'argent. Hein. Ah oui. Et les gens aussi, c'est pareil, ça, c'est un mensonge. À part, en France, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Tu vois, dans certains quartiers, il y a beaucoup d'argent. Il y a toute la masse qui galère. Il y en a qui se font plaisir. Hein. Les boîtes de nuit, les trucs. On va reprendre la frise chronologique parce qu'on s'est un peu éloigné. Donc, ton premier appartement, marche du feu de Dieu. Là, tu dis, OK, je vais m'arrêter là, je vais pas m'arrêter là. T'étais dans quel mindset? Là, comme directement, je te dis, naturellement, je lance des amis à moi que j'accompagne, et je pense que c'est à ce moment-là, fin 2023. Non, moi, je lance en 2022 la maison. 2023, j'achète un second appartement avec ma femme. Appartement, pas maison. Appartement, ouais. Concours de circonstances, tu vois, je te parlais de hors copropriété, etc. Il s'avère que cet appartement-là, c'était un concours de circonstances qui a fait que c'était une bonne opportunité. 95 aussi? Non, 77. Ok, donc rien à voir avec ton cahier des charges de base. Ouais, vers Disney. Là, c'était vers Disney, ce logement-là. On l'achète beaucoup plus simple. C'est un appart dans lequel je mets 25 000 euros de travaux. Pareil, mon beau-père, même équipe, décoratrice, mon beau-père. Équipe type, une fois que tu fais ton équipe type, t'enchaînes. Karine et Adrien et Carlos, ce beau-père. Big up à toi, Carlos, si tu regardes la vidéo. Et on fait ça en 2023. Et pareil, celui-là, je le lance en août 2023. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit bénéfice en 2023, c'est parce qu'il y a eu les deux, il y a eu ma maison que j'ai exploité, plus l'appartement que j'ai lancé en août 2023. Cet appartement avec le Crédit Mutuel ou tu t'es multibancarisé à ce moment-là? Non, celui-là, c'était avec la BNP. BNP, ok. Ouais. Celui-là, c'était avec la BNP. Je l'achète avec ma femme, indivision. Mais à l'époque, on est en 2023. Ouais, je suis encore mal conseillé parce que j'ai même pas régularisé. À l'époque, je suis en mode pas freestyle, mais je m'intéresse pas plus que ça. J'ai un comptable qui me fait mes trucs, mais je m'intéresse pas plus que ça. Après, faut pas l'oublier, t'as que 25 ans, hein, à ce moment-là. Ouais, sûrement. En 2023. 25 ans, tu te rends compte, la plupart des gens à 25 ans, ils font pas ça. Ouais. Bah après, oui. Ouais, j'entends qu'on me dit ça, mais oui. Après, il faut pas se comparer à la norme parce que sinon t'avances pas. Mais c'est quand même magnifique. Hein, non, c'est clair. C'est clair, mais en tout cas, bon, j'écoute cette voix intérieure, moi, qui me dit d'avancer. Donc, donc là, tu fais ce deuxième projet, pareil. Beaucoup plus simple, ouais, beaucoup plus simple, ouais, rien à voir. Quand je suis passé de la maison, les maisons de ville, il fallait refaire tout le ravalement. Il y avait la toiture, déclaration préalable, des ouvertures à changer, voilà, plein de choses à faire. On a vraiment tout repris. J'ai tout appris là-bas, même les espaces extérieurs, un peu de paysagisme. Enfin, j'ai touché à tout. Là, l'appartement, rien à voir. Appartement, c'est pour ça que les clients qui ont déjà un petit budget et qui ont justement ces craintes par rapport aux travaux, appartement, là, en deux mois, nous, je pense 2-3 mois, c'était, 2 mois, je pense, 2 mois, c'était plié. Petite balnéo, un truc sympa, type boutique hôtel. Et ouais, grosso modo, je le lance en août. C'est ça, c'est un appart qui génère, qui a généré, pareil, sur l'année 2024, il a fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. C'est beau. C'est très beau, même. C'est énorme. Du coup, tu fais ce deuxième, tu dis, OK, je connais la recette maintenant. Je suis un génie, entre guillemets. Non, mais... Qu'est-ce qui se passe après? 2023, c'est là que je lance ma chaîne YouTube. Donc, je commence à partager tout ça. Et ma chaîne YouTube, c'est ce qui a changé ma vie, hein, vraiment. Pourquoi? Vraiment. Parce que j'ai combattu ma vraie part d'ombre. Celle que je devais vraiment combattre, qui était le truc que je devais traverser. C'était la timidité, le manque de confiance. Alors, l'immobilier, ça t'a permis. Mais tu sais, les gens pensent que quand on a de l'argent,
ça change. Je te jure que quand tu mets pas vraiment de la lumière sur ce qui, t'as beau avoir les sommes d'argent que tu veux, ça change absolument rien. Et ce manque de confiance, je l'avais toujours. Et les gens me disaient, putain, Camille, tu te rends compte ce que t'as fait? Mais C'est oui. extraordinaire. Et en plus, t'es marié, je sais pas si t'avais un enfant à ce moment-là. Non, pas encore. Enfin, t'as quand même beaucoup de cases où tu dis, putain, il a tout pour être heureux, ce con. Ouais, pourquoi il est malheureux? Il y a rien d'extérieur qui peut t'apporter ça. Je l'ai compris avec le temps. Tu vois. Il y a absolument rien d'extérieur. Donc, et YouTube, quand j'ai démarré, quand j'ai vu à quel point j'étais terrorisé à l'idée de parler, et ben, ouais, ça m'a fait grandir énormément. Et ça m'a fait grandir. Donc, c'est en 2023 que je lance ça. Quoi te dire, 2023, donc je commence les vidéos, je commence tout ça. Je commence à créer l'écosystème. Au début, j'ai aucune idée de là où je vais aller. Voilà, t'es tout seul, là, à ce moment-là. Je suis tout seul, mais laisse tomber. Mais si je te raconte les détails de moi quand j'ai démarré, c'était toujours la volonté d'y arriver. Mais au début, j'avais tellement peur de parler, j'arrivais tellement pas à parler. Je scriptais toutes mes vidéos. C'est-à-dire que des fois, je passais 4 jours à scripter une vidéo. Je écrivais genre 25 pages. Pour te dire. Parce qu'en plus, moi, je voulais bien faire les choses. Je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Je faisais une vidéo de 30 minutes. J'expliquais tout, le plan d'action, etc. Tout. Et ceux qui veulent voir, vous montez sur les premières vidéos de ma chaîne, vous allez voir. J'étais crispé comme ça. Je mettais une chemise parce qu'on m'a dit que, tu vois. Après, c'est normal, hein, quand tu commences, t'es mauvais. Après, tu refais. Et après, t'es bon et ça devient. Mais je sentais dans le fond, et c'est ça aussi qui est tu vois, c'est un message trop important, ça, mais je sentais dans le fond que c'était pour moi, ce truc-là. Je sentais que derrière, il allait se passer quelque chose. Alors, j'avais pas du tout fait aucun travail introspectif à l'époque, mais je sentais que ça allait plus loin que, je pouvais pas l'expliquer, je sentais que ça allait plus loin qu'une simple chaîne YouTube pour parler d'immobilier et de formation. Okay. Je le sentais, je pouvais pas l'expliquer. Et donc, j'étais prêt à passer des heures. Il y a des gens, par contre, ils passent des heures dans quelque chose qui leur correspond fondamentalement pas. Et là, ça, c'est autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que le no pain, no gain de ces gens-là, parce que moi, je connais le no pain, no gain, hein, me lever à 4 heures du matin, les douches froides, les trucs, je l'ai fait, ça. Ça m'a emmené au fond du trou. Parce que je l'ai fait dans des trucs qui me correspondaient pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine subtilité à avoir. Le travail, il faut le faire, mais dans une direction qui te parle, tu vois. Si c'est ton travail de salarié, là, qui t'épuise, bah, faire plus d'heures, ça va rien changer. C'est ça qui va tout changer. Donc, je lance ça en 2023. Première formation, j'apprends énormément. Ouais, j'apprends à tout documenter. J'apprends aussi qu'on est tous différents dans notre approche, tu vois. Qu'il y a des gens, ils me disent, mais attends, Camille, moi, tu vois, si on fait un appel de coaching en 30 minutes, je t'ai dit où tu dois investir, tu vois. Parce qu'il faut pas réfléchir 20 ans. Moi, je suis comme ça. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ont un profil ingénieur qui me disent, ah, attends, Camille, ils sont où ces trucs? Ils sont où ta Google Sheet? À chercher à tout comprendre à la virgule près. Alors, il faut entre guillemets s'équilibrer. C'est-à-dire que moi j'ai dû apprendre aussi à communiquer d'une autre manière, et aussi certaines personnes ont appris moi ma manière de fonctionner. Le tout, c'est d'avoir un certain équilibre. Donc tout ça, c'est sur l'année 2024, et en 2024, j'achète avec ma femme du coup une grange. Qui est le projet que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Je l'achète je crois en novembre 2024. Ah ouais, donc c'est 2 ans. Là, je me dis, pareil, un concours de circonstances. Enfin, un concours de circonstances, la vie fait que, pareil, c'est un secteur. À l'époque, je crois que je recherche même pas de bien. Mais je tombe sur un truc, je crois, sur le Bon Coin. Je vais voir. Je m'entends super bien avec le gars. C'est une vente en direct. Je vois que je peux potentiellement le passer en commercial. Donc, les planètes s'alignent, on va dire. Je négocie, ça se négocie très bien. Tout s'aligne. Et donc, projet du coup que j'achète en novembre 2024. Dans lequel tellement de choses à dire, mais beaucoup plus de barrières à l'entrée, beaucoup plus techniques, des permis à déposer, un chiffrage complètement différent parce que c'est des volumes qui n'ont rien à voir. Okay. Mais je me dis, voilà, avec ce projet-là, moi j'ai ma chaîne qui est quand même pas mal entamée en novembre 2024, mes logements, c'est quand même ma vitrine. Donc c'est bien de former les gens, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais toi, tu vois? Et je me dis, avec ce projet-là, je veux boucler la boucle, vraiment faire un projet de standing. Et voilà. Et même pour ton épanouissement personnel, continuer à monter les échelles petit à petit et pas juste faire un projet qui date d'il y a 2 ans et vivre sur ce projet d'il y a 2 ans. Tu as aussi besoin d'être stimulé et de faire d'autres choses, quoi. Et surtout, c'est ta passion de base, l'immobilier. Ouais, c'est ça. Bah ouais, 100%. Je pense que t'as tout résumé. Et puis près de 2024, 2025, c'est vrai, comme je te disais, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. J'apprends aussi vraiment à me connaître, tu vois. Et c'est vraiment ce business-là de la formation qui m'a appris ça. Parce que je commence à payer des agences marketing, des gros montants. Moi, je paye des gars aussi 10 000 euros sur des accompagnements pour apprendre le personal branding, etc. Mais je m'y retrouve pas. Tu vois. Moi, j'ai juste envie de partager ce que je sais faire, l'immobilier.
Et comme je manque de confiance en moi, j'écoute tous ces gens-là, tu vois. Et donc, je passe pas vraiment par des périodes compliquées. L'activité de formation, d'accompagnement, ça marche pas. Pourtant, j'investis beaucoup d'argent, tu vois. Et les gens, ils me disent, les gens me croient pas d'ailleurs à cette époque-là. Ils me disent, mais attends, mais toi, tu vends des formations, des trucs. Je leur dis, mais si tu savais le temps que ça m'a demandé, alors que moi, avant, j'avais mes 2 logements, j'étais tranquille, hein, tu vois, ça tournait. Je t'aurais pu te dire, en fait, je suis plus heureux comme ça, je voyage un peu, je fais d'autres choses. Bon, en tout cas, voilà, ça a été une période charnière. J'ai énormément appris pour faire un saut dans le temps, 2025. Du coup, j'ai un client de base que j'ai accompagné qui s'appelle Tony, qui est maintenant mon associé. Okay. Et on arrive en 2025 et c'est vrai que je me dis bon, ça me saoule je trouve plus vraiment de sens à parler que d'immobilier. Tout à l'heure, je te disais ça parce que j'avais envie de parler d'autre chose. Une vision plus large. Ouais, de ce que j'ai traversé, de mes blessures, de mes peurs, de ce que j'ai vu comment ça m'a transformé. J'ai vu l'impact que ça a eu sur mon bien-être intérieur. Et je me suis dit, mais je peux pas garder tout ça pour moi, tu vois. Mais au début, je me disais, mais attends, mais l'immobilier, les gens, je vais les perdre. Et puis, c'est les conseils qu'on me donnait, forcément, tu sais, les agences, marketing, des trucs. Non, mais attends, Camille, tu peux pas parler de spiritualité, d'immobilier. Mais en fait, si. Parce que c'est qui je suis, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ce qui fait que ça marche pour moi, l'immobilier. Parce qu'encore une fois, c'est une manière de faire de l'immobilier bien particulière. Bon, là, tu l'as compris. Et donc, en 2025, je dis j'avais plus le temps, grosso modo, de gérer mes projets, de coacher les gens, parce qu'accompagner des gens, c'est une sacrée responsabilité. Ça, les gens, peut-être, ne s'en rendent pas compte, mais former des gens, accompagner des gens, c'est une sacrée responsabilité. Parce que des fois, ils vont pas bien, des fois, il faut leur donner un coup. Et nous aussi, des fois, on va pas bien. Ouais, c'est de l'humain à gérer. Et l'humain, c'est pas du tout fait pour tout le monde. Compliqué. C'est pas de l'IA, oui ou non, c'est plein de. Quand on veut vraiment bien faire les choses pour les gens et qu'on a une vraie relation avec les gens, nous, dans notre écosystème, de toute façon, on n'est pas fait pour faire de la quantité. Pour te donner un ordre d'idée, on a une 30aine de personnes là dans l'accompagnement. On accompagne depuis que j'ai démarré, 30 personnes. Tu vois, c'est pas 1500. Mais donc, ouais, je suis arrivé en 2025 à un stade de ma vie où il fallait soit je me suis dit j'arrête complètement les formations, tout ça. Et même mon immobilier, j'étais prêt à le revendre à ce moment-là. Ouais, parce que j'étais allé au Pérou, j'avais fait plein de choses et je me disais mais je trouve plus de sens. Je trouve plus de sens à faire tout ça. Comme si tu avais réussi trop facilement, trop rapidement. Réussi, je sais pas, mais en tout cas, il y avait plus de sens. C'est tout ce que je peux te dire. C'est que toujours cette boule au ventre, toujours cette angoisse qui venait. Et puis, comme je dis souvent, l'intuition, au bout d'un moment, si tu cherches vraiment et que tu t'intéresses vraiment à toi, au bout d'un moment, il y a des trucs que tu peux plus faire semblant. D'accord, il y a des trucs que tu sais. C'est ça que moi je parlais de l'alcool. L'alcool, ça a été un vrai sujet pour moi. J'ai jamais été alcoolique ou quoi. Hein. À chaque fois que je buvais de l'alcool, ça me mettait dans un profond mal-être, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi je suis pas comme les autres, moi? Pourquoi les autres le lundi, le samedi ils font la fête, le lundi ils vont au taf? Moi, je passe par 3-4 jours où je me sens archi mal, tu vois. Et je remets tout en question. Tous ces petits trucs-là, au bout d'un moment, quand tu identifies, tu comprends ton fonctionnement, tu peux plus repartir en arrière. Quand tu mets de la lumière sur certaines zones d'ombre, après, tu peux plus repartir. Et les personnes, tu peux plus les fréquenter. C'est comme ça, tu vois. Et oui, j'étais arrivé à un moment donné où je me suis dit, je remettais un petit peu tout en question. Donc, je me suis posé et la vie a fait que Tony, du coup, que j'ai accompagné de base sur son projet, c'était un client de base, mais avec qui on s'entendait super bien. On avait exactement la même vision. Il comprenait vraiment. Il avait, en l'occurrence, 2 logements qui fonctionnaient super bien. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse, toi, d'accompagner les gens, de gérer toute cette partie accompagnement vraiment opérationnel? Parce que moi, ça me prenait trop d'énergie, tu vois, j'arrivais plus. Là où avant, je pouvais passer 1 heure sur le bon coin à t'aider, là, j'arrivais plus. Je faisais ça pendant 1 heure, j'étais complètement vidé. Et quel meilleur exemple que Tony, que t'avais formé, qui au final... Ouais, c'est ça. Donc, on s'est associés fin 2025 et voilà, ça se passe extrêmement bien. Et maintenant, j'ai trouvé ma place parce que partager, faire des vidéos, venir ici, parler de tout ça, ça me parle énormément. Je peux parler aussi d'autres choses. Et ça me laisse le temps aussi, moi, de continuer à me former sur d'autres sujets dans ma vie à moi et de pouvoir amener cette dimension-là dans nos accompagnements. Tu vois, parce que les gens signent pour un projet IMO, mais on veut qu'il y ait une transformation de la personne. C'était quoi ta source? En fait, j'ai pu voir que chaque entrepreneur et investisseur a une énergie qui l'a poussé, notamment à cause ou grâce, je dirais même grâce à une frustration. Typiquement, j'en ai interviewé certains où c'était un problème avec le père, un décès, un manque d'argent, un problème de santé très jeune. Toi, quel a été ce point de frustration, si tu en as eu un bien sûr, qui t'a donné toute cette énergie
pour en arriver là aujourd'hui? C'était tu vois, t'as parlé de mon papa, de mon père. Ouais, c'était le fait pour aller droit au but, hein, c'était de ne pas me sentir aimé. Et l'entrepreneuriat, le fait de gagner de l'argent, ça me permettait de dire aux gens, regarde, tu vois, moi aussi j'existe, moi aussi je sais faire, moi aussi je suis quelqu'un de bien, tu vois. Sauf que ça, c'est une course dans le vide parce que c'est un puits sans fond en réalité. C'est même 10 milliards. Et quand je vois des gens, d'ailleurs, j'ai tellement de gens, ils me disent, ouais, moi je vais être milliardaire, moi je vais être truc. Tu vois, tout de suite, je sais identifier la blessure, d'où elle vient. C'est ouf. Tout de suite, directement. Parce que ça sert strictement à rien, en fait. C'est un puits sans fond, ça sert à rien. Donc oui, ça, j'ai pu C'est ouf parce que Paul Levergne, encore une fois, je me répète, qui était là il y a 3 semaines, ouais, c'est la même chose. Problème de relation avec son père. papa, ouais. Et en fait, j'ai plein d'autres amis où c'est ça. Le problème vient du père, où tu fais ça pour impressionner un peu le père. Sauf qu'en fait, malheureusement, souvent, le père s'en fout. Ouais. Et putain, c'est. On fout complet, ouais. Ouais. Bah oui, mais la vie, tu sais, elle est. Quand tu t'intéresses à toutes ces questions-là, c'est pour ça que moi aussi, mon rôle, à terme, je sais, il y en a qui parlent de mission de vie, de chemin de vie. Moi, je sais que c'est de démocratiser tout ça, tu vois. Parce que la spiritualité, les gens considèrent ça que ça allait se rouler dans les arbres ou je sais pas quoi. Alors pour moi, c'est quelque chose de très concret. Et c'est ce que je viens amener, tu vois, à travers aussi ce que je propage sur Internet. Et moi, ma vie, c'est d'aider les gens sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, le comment, il est propre à chacun, en fait. Chacun a son chemin, chacun a sa route, chacun a son... et quand tu me disais aussi tout à l'heure, ce bonheur-là, je te disais, c'est des choses très simples. Moi, ça a été d'aller parler avec mon père. Des choses que je voulais pas faire, tu vois. Mais j'ai trop de non-dits, trop de choses, en fait. Et il va falloir que tu les entendes, tu vois. C'est pas, je suis pas dans la victimisation, je suis pas dans mon père, je l'aime plus que tout, et mes parents, je les aime plus que tout. Ils ont fait comme ils ont pu, tu vois, avec leur bagage, avec leurs trucs. Mais au bout d'un moment, il y a des non-dits, il y a des choses qu'il faut dire. Et la communication, c'est facile à dire, mais c'est la base de toute bonne relation saine. Donc moi, ça a été ça. Et encore une fois, l'argent que j'ai pu gagner grâce à ça, c'est vrai que Dieu merci, j'ai eu ce déclic de me dire il faut que je prenne soin de moi, il faut que je m'intéresse à moi. Parce qu'au bout d'un moment, et de toute façon, tu sais, il y avait trop de souffrance. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'alcool, mais moi, j'ai eu... Et c'est pour ça que je m'entends bien souvent avec des gens qui ont beaucoup souffert. Parce que moi, être seul et se sentir au fond du trou, je sais vraiment ce que c'est. Vraiment, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je pouvais plus continuer comme ça. En fait, je voyais bien que ça n'allait pas. Et finalement, c'est une chance quand on passe de l'autre côté. C'est toujours pareil. Parce qu'il y a des gens qui restent pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, dans le même engrenage, tu vois. Moi, la vie m'a giflé très jeune. Comme je dis souvent. C'est un mal pour un bien. C'est toujours comme ça. Je sais que ça, les gens veulent pas l'entendre. Et il y a des gens, crois-moi que je les énerve quand je dis ça. Et pour moi, absolument tout ce qui nous arrive dans notre vie, ça a une raison. Et c'est même pour notre bien. Ouais. Donc ça, c'est... Est-ce que ça t'a mis une pression maintenant que t'es papa, de te dire, OK, je veux pas que ma fille, elle ait ce même syndrome avec son père? Ouais, bah, ma fille, tu sais, après là, c'est plus spirituel, mais ma fille, déjà, elle m'appartient pas, tu vois. Moi, dans ma conception des choses, on choisit nos parents. Tu vois. On choisit la famille dans laquelle on s'incarne. Ça, c'est ma vision à moi, je l'impose à personne. Donc, ma fille, elle a son chemin, quand on apprend à lire sur nous-mêmes qui on est vraiment, on arrive à le voir directement chez les autres. Directement. C'est-à-dire que je vais parler avec quelqu'un, 15-20 minutes, je sais. Je sais lire ton énergie, je sais quelles sont tes blessures, et j'arrive à identifier quelles sont tes capacités, en fait. Quelles sont tes facultés, tu vois. Ma fille, elle a 1 an et demi, j'arrive déjà quasiment à le voir. Tu vois, à 1 an et demi, où tu parles pas 1 an et demi. Non, elle parle pas. Ouais, elle est archi éveillée, et je sais qu'elle nous a pas choisi par hasard, tu vois. Moi, je suis un papa sur plein d'aspects qui peut paraître relou, surtout dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Il y a pas d'écran, il y a pas de... Et ma femme, des fois, c'est dur à me suivre, tu vois. Là, je lui dis, il y a plus de plastique. Je veux tout dégager. J'ai plus de plastique à la maison, tu vois. Donc, des fois, et surtout dans le monde dans lequel on vit, je peux passer pour un extraterrestre. Mais c'est comme ça. Et oui, après, quand tu t'intéresses à tout ça, la numérologie, moi, ça me parle beaucoup. Toutes ces choses-là, en fait, qui te font comprendre qu'en fait, on est vraiment des moutons. Il y a des gens qui ont des infos que nous, on n'a pas, tu vois. La numérologie, déjà, tu vas voir un numérologue, tu vas voir ce qu'il va te dire sur toi, tu vas te dire, mais attends, mais pourquoi on m'a pas appris ça quand j'avais 10 ans, en fait? Ah ouais? Je connais pas bien. C'est quoi la numérologie? Ça veut dire que, par exemple, je suis né le 30 mars 1995, le 30-03 1995, il va te l'analyser, c'est ça? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de hasard. Le fait qu'on se soit rencontrés là, en fait, absolument tout. Quand tu commences à devenir conscient et que tu t'intéresses à tout ça, il n'y a aucun hasard dans la vie. Donc, le fait que tu aies choisi cette date, dans cette localisation-là, avec ces parents-là, etc., toutes ces conditions-là, ce n'est pas un hasard. Donc, le numérologue, effectivement, si tu le connais ni Adam ni Neve, tu lui envoies juste ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance, et écoute ce qu'il va te dire de toi. Tu vas être surpris.
Ça m'avait impressionné parce qu'une patiente de mon père qui est kinésithérapeute, quand je suis né en 1995, lui avait offert un papier avec astrologie en mode tu es bélier, ascendant vierge, comment il va être. Et il me l'avait offert il y a quelques années, je l'avais lu, putain c'est moi, alors que c'était offert le 30 mars 1995. Et certains ne croient pas à l'astrologie, mais moi ce que j'ai pu voir c'est que j'ai beaucoup d'amis béliers, on est plus ou moins un peu pareil, et c'est impressionnant comme... quand tu creuses un peu, en fait, il y a quand même des choses qui sont un peu liées. Et au bout d'un moment, on en parle avec mon associé, et c'est pour ça moi, je vois comment ça a transcendé mon existence, tu vois, toutes ces notions-là. Je suis obligé de le partager. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Et surtout, au bout d'un moment, quand tu comprends ça, tu t'intéresses à ça et t'approfondis ça, au bout d'un moment, on se dit avec notre associé Tony, il n'y a plus que ça à faire, finalement, tu vois. Parce que tu vis dans un lâcher-prise, quand tu comprends que rien n'arrive par hasard et que voilà, t'as juste à incarner qui tu dois être, en fait, tu fais les choses, t'as un détachement qui est complet. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est là que tout arrive. C'est quand tu commences vraiment à te détacher de tout, parce que tu sais quitter, en fait. Moi, ce que je dis souvent, la richesse, c'est ça. L'indépendance financière, c'est ça. C'est de savoir quitter, tu vois. Et le plus un jour que Dieu fait sur cette terre, manquer de confiance en toi, douter. Alors, on a tous nos parts d'ombre, ça nous arrive, tu vois. Hier, j'ai fait une conférence, j'ai senti le doute arriver comme ça. Je me suis dit, ah putain, il est là. Le doute, tu vois, il revient. Bien sûr. Mais la vraie richesse, c'est ça. C'est de savoir quitter. Et nous, tu vois, à première vue, l'immobilier, ça pouvait avoir rien à voir. Mais en tout cas, moi, ça a été mon chemin. C'est le chemin que je partage. Et si à travers l'argent que les gens vont pouvoir gagner, s'intéresser à eux, il n'y a pas le choix, de toute façon. Il faut faire ce travail-là. Et ça, c'est la vraie émancipation. C'est ça, l'indépendance. J'aimerais retourner sur un sujet qui est hyper intéressant. C'est le personal branding, les agences marketing et de communication. Quand tu t'es lancé sur Instagram, quelle était ta stratégie et quelle est ta stratégie actuellement? C'est notamment pas mal de réels, tu es un monteur. Comment tu t'organises? Parce que les gens, ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière un réseau social. Comment tu t'es organisé, toi, de ton côté? Au début, comme beaucoup, tu manques de confiance en toi. Donc, t'écoutes pas ton intuition. Tu vois, t'as des brides d'intuition. Ah, putain, j'ai envie de parler de ça. Ah, j'ai envie de faire ça là. Souvent on a tous ça, tu vois, surtout les créateurs de contenu. Ah putain, j'ai envie de parler de ça, et hop, tout de suite le doute s'installe. Non mais attends, mais si en fait là il y a pas la bonne lumière, il y a pas le truc. Non mais tu trouves des excuses. Exactement, le doute, qui est un sacré parasite. Donc au début, écoute, je faisais tout. Enfin, je faisais comme on me demandait de faire, c'est-à-dire les miniatures, les trucs. Je commence avec Instagram et YouTube. J'ai des choses qui me paraissent plus cohérentes par rapport à moi, mais comme je te dis, je vis loin de moi-même à cette époque. Je vis comme si je vivais à côté de moi-même. Donc je mets pas de conscience sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, je fais, tu vois. Je fais, et quand t'es comme ça, en plus, moi j'arrivais à 13h, j'étais épuisé déjà. Parce que quand t'es pas dans l'alignement, t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué, en fait. Et tu rends fou tout le monde. Moi, ma femme, je me rappelle, je disais, et puis ça marche pas en plus. Ça marche, mais je travaille comme un dingue, tu vois. Et puis moi, à l'époque, je suis très dur avec moi-même. Je suis quelqu'un de base qui, tu vois, ça c'est aussi quelque chose que je dois transcender. C'est cette dureté vis-à-vis de moi-même, en relation avec mon papa, mais donc je travaille dur, je fais les choses, mais voilà, c'est assez relou, on va dire. Je suis relou. Maintenant, si tu voyais ma manière de vivre à l'heure actuelle, tu serais choqué. Les gens seraient choqués de comprendre qu'on peut vivre comme ça, parce que je fonctionne qu'à l'intuition, quasiment plus qu'à l'intuition. C'est-à-dire, j'ai plus d'objectifs. J'ai plus d'objectifs. C'est-à-dire que là, dans 6 mois, j'ai des trucs qui sont au fond de moi. C'est comme je te dis, on va partir parce que je le sens, je le sais. On va partir de la France, mais j'ai pas d'objectif de monter. Tu vois, là, je suis avec toi, je suis pleinement là. Avant, j'étais toujours dans mes pensées, toujours dans mon mental, toujours dans l'intellect. Maintenant, je fonctionne qu'à l'intuition. J'ai un gars que je paye à plein temps. J'ai envie de parler d'un sujet, je prends mon téléphone, je le fais. Et je suis devenu on ne peut plus productif. Là, j'ai atteint un niveau où, je t'ai dit, je fais 6-7 réels par jour. C'est ce qui est énorme. Hein. Ouais, ce qui est énorme. Mais ça me demande moins de travail qu'avant. Et du coup, tu tournes la vidéo comme ça, tu parles du sujet, tu as un Google Drive, tu envoies, et lui, il fait les réels, et il publie, ou c'est toi qui publie? C'est lui qui gère tout. Ok. Ouais, c'est lui qui gère tout. Il a mon compte Insta, c'est lui qui répond aux commentaires. Moi, les DM, c'est moi qui réponds. Mais voilà, parce que je suis dans l'alignement. Parce que plus j'avance, plus je mets de la compréhension sur qui je suis, moins je doute de moi, et plus je parle, en fait. Et moi, j'ai cette faculté, c'est une prédisposition que j'ai de communiquer, tu vois. Mais il faut pas me brider. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je l'ai appris avec le temps, tu vois. Je suis quelqu'un de très intuitif. Quand on me met un cadre trop fixe, ça marche pas. Moi, j'ai besoin d'inventer ma méthode. J'ai besoin de faire les choses à ma manière. Mais pour comprendre ça, crois-moi qu'il faut arrêter de douter. Il y a des gens, j'ai dû aller les voir. J'ai dû aller les voir pour régler des comptes, tu vois, des non-dits. Des gens, tu vois, parce que quand t'es trop, moi, je viens du monde des bisounours, moi, de base. Je viens de We Are the World, on est gentil, tout le monde va bien, tu vois. Sauf que plus t'avances dans la vie, plus tu te rends compte que
les dingueries que tu vois dans les films, en fait, c'est inspiré de faits réels, tout simplement. C'est réel, tout est réel. Les tromperies, les meurtres, les bonnes choses aussi, hein. Ouais. Tout, en fait, est inspiré de faits réels, tout simplement. C'est ça. Et toi qui es très intuitif, du coup, par exemple, si je te pose la question, tu te vois où dans 5 ans? Tu sais pas répondre parce que, en final, tu verras où ton intuition t'amènera petit à petit. Bah oui, impossible de savoir, tu sais. Et ça, c'est d'ailleurs, tu vois, c'est des sujets que je commence à traiter, mais c'est pour ça que je me dissocie beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, parce que c'est un peu à l'opposé de ce qu'on va t'enseigner, hein. Mais en réalité, les objectifs, les trucs, c'est les objectifs de l'ego. Ça, c'est des trucs que tu veux déterminer avec ton mental, en fait. En réalité, quand tu commences vraiment à vivre, d'accord, que t'es vraiment dans le lâcher prise et que tu vis à travers ton intuition, pour moi, l'intuition, c'est Dieu qui vit à travers toi, hein. C'est ça, pour moi, l'intuition. C'est notre partie divine, vraiment. Parce que moi, je maîtrise rien, tu vois. Et c'est vraiment être égoïste de croire qu'on maîtrise quoi que ce soit parce qu'on maîtrise absolument rien. Et oui, effectivement, non, je n'ai plus d'objectif. Je sais où je vais, entre guillemets. Mais c'est ce que j'appelle les objectifs de l'âme. C'est pas les objectifs de l'ego, ça n'a rien à voir. Quand je te dis que je sais que je vais réunir des foules pour parler de ces sujets-là, je le sais au fond de moi. Je le sais depuis que je suis petit. Mais c'est complètement désintéressé. J'en ai rien à foutre, moi, qu'on me paye, j'en ai rien à foutre. T'as fait ton bif et limite, tu pourrais arrêter si besoin. Mais on peut tout. Mais oui, de toute façon, l'argent, j'ai toujours été, tu vois, moi, vis-à-vis de ça, je suis pas. Alors, ça, c'est un autre sujet, mais je suis pas matérialiste. Moi, les voitures, je m'en fous. J'aime les belles choses, par contre. Et j'invite tout le monde à aimer les belles choses. Et donc, avoir moins, mais mieux. Toujours. Parce que tout a une. Bon, on peut pas rentrer dans les fréquences vibratoires, etc., mais tout a une fréquence. Tu sais, l'or, c'est un matériau noble. C'est pas par hasard, tu vois. Le marbre, c'est noble. Il y a des endroits qui sont nobles. Et quand on sait qui on est, et qu'on arrête de douter de nous, ce qu'on fait, c'est moi ce que je prône et aussi à travers mes accompagnements, c'est l'excellence. Il faut être excellent dans ce qu'on fait, tu vois. Pas de médiocrité, ça n'existe pas. Et c'est vrai que les gens ont tendance à mêler spiritualité avec, tu sais, les hippies, les trucs, on roule en caravane. Non, moi je suis pas de cette école-là, moi. Non, tu vas devenir excellent dans ce que tu fais, et quand tu es excellent dans ce que tu fais, tu vas être rémunéré. Parce qu'il y a pas de débat en fait. Tu vois. Voilà. T'as une religion? Non. Non, c'est un autre sujet, mais non. Non, tu vois, quand j'étais petit, moi, je suis grandi dans une famille musulmane, mais je comprenais rien, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je m'isolais un peu de ma famille, parce que moi, je comprenais pas, tu vois. On me demandait de prier, de trucs, mais... T'avais besoin de comprendre pourquoi? Pour moi, je te le dis très sincèrement, ça n'avait pas de sens, tu vois. J'ai compris après, moi, maintenant, ce que représentent les religions. Je vais pas rentrer là-dedans ici, tu vois. Mais ouais, il y a des choses qu'on a au fond de nous. Mais de toute façon, la vie nous montre, hein. Tu sais, quand on va au travail, qu'on se réveille le matin, moi, je me levais le matin, avant, je me faisais un café, je fumais une clope, tu vois. Et je savais très bien. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois. Mais il y avait un truc qui me prenait, qui est plus fort que moi, tu vois. On est dans un engrenage. Netflix, moi, tout ce que je faisais, même quand je regardais un film le soir sur Netflix, je me disais, c'est comme si j'avais ma voix qui était à côté de moi-même, qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? T'es qu'une pauvre merde, tu rentres dans le système. À chaque fois que je suis allé en vacances, là, c'est fort ce que je vais te dire. Il y a 4 mois, je suis parti en vacances avec ma femme. C'est la première fois de ma vie que je prends des vacances, en fait. Je prends soin de moi. Juste prendre un simple bain, un simple bain. Avant, je me permettais pas. Tellement j'étais dur, tellement j'étais, et donc, ouais, on ressent des choses au fond de nous, mais on est tellement conditionné, on est tellement que, tu vois, on préfère continuer à vivre cette vie qui nous épuise plutôt que de changer de point de vue et tu vois, d'aller se poser des questions. Je sais qu'au début, c'est pas fun. Mais ce travail-là, on va tous le faire, tôt ou tard. Ça, j'en suis convaincu. Je vais me concentrer maintenant sur Airbnb, sur les évolutions aussi possibles. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais que tu recevais des virements Airbnb, des virements Booking. Toi, dans ta stratégie, comment tu t'organises? Tu passes par un channel manager, tu mets uniquement sur Airbnb et Booking. Tu parlais aussi des upsells. Comment tu t'organises? Tu peux nous parler dans les grandes lignes de ça et après je rebondirai. Enfin, un sacré switch. Ouais, bah les plateformes. Airbnb, Booking, c'est les mastodontes, c'est les leaders. Tu vois, les gens qui me disent je vais m'émanciper des plateformes, parce que comme je dis, c'est comme un VTC qui veut pas travailler avec Uber. Ça n'a aucun sens, tu vois. Si vous voulez voir comme des partenaires, pour tout ce qui est algorithme, etc., les gens, pareil, tu sais, ils vont chercher des. Ça me fait rire parce que quand j'allais dans des séminaires en l'occurrence de Superhôte, etc., c'est des channel managers, je discutais avec des investisseurs. Ils me disaient, regarde, moi, j'ai optimisé ça. Je disais, mais ça te rapporte combien ton truc? Et ça rapportait des cacahuètes, en fait. Et moi, nous, avec Tony, on est pareil avec Tony. En fait, nous, de base, moi, j'ai mis mon logement sur Airbnb Booking, basta. J'ai rien fait de plus, tu vois. Et à la fin du mois, il me restait 3-4 000 euros, tu vois, après avoir payé mes charges. Donc, il y a les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ton produit. Après, tout ça, ça vient après. OK? Airbnb Booking, comme je te disais,
simplement, enfin, c'est très simple ce que je vais te dire, plus tu leur fais gagner d'argent, plus ils vont te mettre en avant. C'est aussi simple que ça, d'accord? Après, bien évidemment, les photos, tout ça, bon, après, nous, on a des modules dédiés à ça. L'émancipation des plateformes, c'est intéressant. Quand tu as un produit, encore une fois, il faut que le jeu en vaille la chandelle. C'est-à-dire que si tu as un Airbnb qui a rien d'exceptionnel, tu commences à vouloir créer un Instagram, etc., il n'y aura aucune interaction, ça va servir à rien. En fait. Ouais, ça te fera perdre du temps aussi. Nous, on a des stratégies. C'est sûr que quand tu payes 30-40 euros de frais de plateforme par réservation, parce que c'est à peu près nous ce qu'on paye, des fois même plus, et que tu as une stratégie d'acquisition sur Instagram où tu vas faire de la publicité et tu arrives à avoir un client pour 10 euros, c'est très intéressant. Sans parler du fait qu'après, c'est de la location en direct, etc., etc. Donc ouais, tout ça, c'est des stratégies qu'on met en place, mais tout part du produit, tout part du logement. Tout part de ça, et ensuite derrière tu peux venir faire découler les upsells, c'est la même chose. Il y a des gens qui m'appellent, ouais Camille, j'ai vu minibar, tu dis que ça rapportait 200-300 euros par mois par logement. Oui, mais en fait le minibar, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le résultat d'un produit qui est bien travaillé, une expérience qui est, tu vois, qui est proposée. Les upsells, c'est pareil. Nous, une arrivée anticipée, je facture ça, je crois que c'est maintenant c'est plus moi qui gère mes logements, mais c'est 15 euros de l'heure, je crois. Donc tu peux payer 45 euros supplémentaires pour arriver plus tôt, 45 euros pour partir plus tard au max. Mais si t'as un Airbnb 60 euros la nuit, les gens vont aller, ils vont voir que tu demandes 45 euros pour arriver. Ouais, c'est le prix de la nuit, autant. Chez le voisin. Lui, il propose pas ça. Le dépôt de garantie, c'est la même chose. On est sur un certain standing. Moi, les gens, quand je leur envoie le dépôt de garantie, on leur dit deux choses. Premièrement, c'est pour éviter les voyageurs malveillants, pour vous accueillir vraiment dans les meilleures conditions. Vous allez voir, le logement, il est parfait. Et deuxièmement, parce qu'on vous propose exactement comme à l'hôtel, des consommables sucrés salés, un mini-bar, à libre disposition. On veut pas vous déranger. Si vous consommez rien, votre dépôt de garantie ne bouge pas, on ne le touche pas. Si vous consommez, on vous le déduit directement dessus. Et les gens comprennent. Mais parce que c'est un certain standing, tu vois, c'est une certaine clientèle. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer ça aux gens, tu vois. Malheureusement, nous, on aime bien accompagner des gens, on aime bien partir d'une feuille vierge, tu vois. On a juste un budget, on détermine ensemble l'emplacement, le type de bien, et tu vois, comme si, en fait, c'est la même chose que si demain tu veux ouvrir un restaurant. Tu vois, tu vas pas commencer avant d'aller chercher des locaux, tu réfléchis, tu vois, c'est quoi mon budget, comment je le finance, c'est quel type de bouffe que j'ai envie de proposer. Là, tu fais une vraie. Les gens dans la courte durée, non, ils démarrent direct, je vais ouvrir un Airbnb, tu vois. Pour arriver à nos chiffres à nous, à ce niveau de finition-là, il y a tout un travail à faire. Je pense qu'on l'a bien expliqué dans ce podcast. Donc tu utilises Pricelab? La fille qui gère nos logements, nous, elle l'utilise. Nous, on a une partenaire avec qui on bosse pour les membres de notre accompagnement on a tous les pros, nous, qu'il faut. Je dis artisan, architecte, expert comptable, tout photographe, société de ménage. Et on a une personne qui propose un forfait mensuel pour gérer les logements. C'est très intéressant parce que c'est pas un pourcentage comme les conciergeries. Elle prend entre 200 et 400 euros par mois par logement. Okay. Elle te gère tout. Parce que nous, la gestion de nos logements, c'est différent. C'est pas une gestion traditionnelle. J'imagine. Faut appeler les gens. C'est un business, au final. C'est un business. C'est intéressant d'ailleurs, tu te considères plus investisseur ou entrepreneur? Entrepreneur. Ouais, parce que c'est un business que tu as créé. Entrepreneur, mais tu sais. Ça, il faut que les gens s'en rendent compte aussi. C'est un métier. Vous êtes tous entrepreneurs, les gens qui nous regardent. Vous entreprenez, tu sais, quand il faut aller parler à votre père ou quand il faut faire des choses, on entreprend tous. Vraiment, on est tous entrepreneurs de sa propre vie. Mais clairement, non, c'est pas une vision, d'investissement. C'est une vision vraiment. Nous, notre vision, c'est, je vois chaque logement comme un business. Voilà. Et de toute façon, on attire des gens qui ont cette vibe-là et qui comprennent ça. Tu vois. Pourquoi tu as voulu déléguer la gestion de tes appartements? Parce qu'au bout d'un moment, tu vas là où, comme je te disais, tu apprends à te connaître et tu vas là où tu apportes vraiment de la valeur. Moi, c'est pas et moi, tu vois, je suis un profil qui est très très bon pour initier des choses, mais pas pour les gérer. Les gérer, je suis une catastrophe. C'est pour ça que tu vois la France, etc. Moi, je ne peux pas. Parce qu'au final, après, c'est que de la gestion et une erreur de gestion et tu peux le payer cash. Ouais, et puis moi, je suis naze là-dedans. Il y a des gens, tu vois, moi, je peux pas. Je peux pas travailler dans un, tu vois, maintenant, je comprends que j'ai du mal à travailler dans un bureau. Tu vois, j'ai du mal à rester au même endroit. Moi, il faut que je bouge, il faut que je sois en mouvement. Je suis comme ça. J'ai besoin de faire beaucoup de choses, j'ai besoin d'être stimulé. C'est qui je suis. C'est qui je suis et la gestion, effectivement. Et Tony, il est pareil que moi, tu vois. On est des mecs, nous, on sait pas gérer. On sait pas gérer, c'est pas notre boulot, ça nous fait chier. Voilà. Donc, on délègue et on met pareil pour le montage vidéo, tu vois. Je vais pas m'amuser à monter des vidéos. Moi, c'est pas mon truc. C'est un métier. C'est un métier. Dans de nombreux épisodes, encore une fois, quand je parle avec des investisseurs immobiliers, il y a un mot qui revient très régulièrement, c'est le mot liberté. Ça va faire peut-être 1h30, 1h40 qu'on est ensemble et tu l'as pas encore cité.
C'est quoi ta vision de la liberté? T'en penses quoi de ça? Est-ce que c'est ce que tu recherches, toi? Bien sûr, moi, ce que je recherche, ce que je dis toujours, moi, l'indicateur que je prends toujours mon seul indicateur, finalement, c'est ma paix intérieure. C'est que ça qui me fait dire, je parle avec quelqu'un, je me sens mal, je vais aller me poser, je vais essayer de comprendre pourquoi, tu vois. Qu'est-ce que cette discussion, qu'est-ce que ça va m'indiquer, tu vois? Est-ce que je me suis pas exprimé? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qu'il me faut, c'est ma paix intérieure. C'est tout. La liberté, oui. Et bien sûr qu'on veut être libre. Maintenant, cette liberté, tu vois, pour moi, il y a beaucoup de bullshit sur les réseaux sociaux. Ok, oui. C'est pas l'argent qui va t'amener la liberté. Encore une fois, ce qui va t'amener la liberté, c'est que tu apprennes à te connaître, que tu comprennes. Moi, depuis que je suis petit, tu sais, j'ai le seul objectif. À chaque fois, tu sais, quand j'étais dans le monde du développement personnel, on me disait, là, c'était l'objectif, ce truc. Mes potes, ils mettaient, je veux une Audi RS3. Je me disais, mais moi, il y a rien, en fait, qui me vient. Même 100 000, 500 000 euros par mois, je sais pas, il y a rien en moi qui se passe et je mets ça. Mais le seul truc qui me parlait, c'était, je veux comprendre le mode d'emploi de la vie. Parce que j'avais des gens, moi, qui me parlaient quand j'étais petit. J'avais l'impression qu'ils avaient compris des règles de la vie, tu vois. Et j'ai toujours été convaincu qu'il y a un mode d'emploi dans cette vie. Et qu'il y a des lois universelles qui existent, qui régissent notre monde. Donc, pour moi, pour être libre, il faut déjà apprendre ça. Parce qu'il y a des lois, effectivement, qui fonctionnent. Tu vois, la loi de l'attraction, loi de résonance, loi de cause à effet, toutes ces lois-là, qui sont universelles, je parle pas de religion, mais qui gouvernent le monde. Et tant que tu les comprends pas, tu vis comme un mouton, concrètement. Et donc, premièrement, ça. Et deuxièmement, apprendre à te connaître. Tu parlais de développement personnel et je pense que chaque entrepreneur investisseur passe par une étape de développement personnel. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui se foutaient de ma gueule parce que certains lisaient des romans, moi je lisais beaucoup de livres de développement personnel. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du développement personnel? Est-ce que c'est bullshit? Est-ce que tu as des livres que tu conseilles? Est-ce que tu peux me parler de ton point de vue par rapport à ça? Je pense qu'on passe tous par là. Tous les gens qui sont dans un chemin un peu de vérité, on commence tous par là. Tony Robbins, oui, effectivement, là où j'en suis, je pense que c'est un bullshit. Oui. Tous les gens mainstream, effectivement. Et je pense aussi que dans la spiritualité, d'ailleurs, tous les gens mainstream, la plupart, c'est du bullshit. J'ai fait les trucs de respiration, de méditation. Moi, je suis allé au Pérou. Moi, ma vision de tout ça, c'est effectivement, elle est très concrète, très simple. Tu vois, la numérologie, typiquement, ça me parle parce que c'est très concret. C'est factuellement concret, très concret. Tu vois, même le mec le plus réticent, fais-le écouter pendant 1 heure un numérologue. Il va redescendre d'un étage. Parce ça me donne envie d'essayer une fois. Ouais, bah si tu te sens appelé, fais-le. Tu me donneras un contact. Ouais, bien sûr. Le numéro d'Adrien, qui est super. Mais ma vision de tout ça, c'est que, encore une fois, en fait, le comment, tu vois, chacun a son comment. Moi, je suis allé au Pérou et moi, j'ai dû passer par le développement personnel pour apprendre, tu vois. Il y a des gens qui vont... La vie, au bout d'un moment, ça devient simple. Il suffit juste d'écouter la voix qui est à l'intérieur de nous, tout simplement, tu vois. Moi, j'ai dû aller faire du théâtre. C'était dans mon chemin, tu vois. À l'époque où j'ai démarré mes vidéos, tu vois, je suis allé faire du théâtre avec des retraités avant 2 heures, tu vois. Et j'étais terrorisé, on me demandait de faire l'animal, etc. Et oui, moi, je suis passé par là, tu vois. Et c'est ça pour moi la spiritualité. C'est d'aller déconstruire ses peurs. Tout ce que tu recherches, trouve de l'autre côté de tes peurs. Au bout d'un moment, les gens vont faire des méditations. Les gens, ils font du yoga pendant 20 ans. Un coup de klaxon, ils sont là, putain, enculé, tu vois. Je dis, mais attends, mais pourquoi t'as fait du yoga, toi? Ça fait 20 ans que tu fais ça. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que tu veux pas aller voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour moi, c'est que ça, en fait. Le seul travail à faire, c'est celui-là. Aller parler à ton père, aller parler à ta sœur. Moi, il y a des choses, j'avais pas envie de les faire. Je suis allé les faire. Et je continue de le faire tout le temps, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui me fait peur, là, je sais que remplir une salle, 100 personnes, 200 personnes, ça me fait peur. Je vais le faire. Tu vois. Donc, moi, c'est ça pour moi, ma vision du développement personnel et la vision de... Et c'est une vision qui est tellement... Elle est contre-égoïste, en fait, parce que moi, j'attends plus rien. Jésus, il disait que ta volonté soit faite. Pour moi, cette phrase, depuis que je suis petit, cette phrase, elle me... Tu vois, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que finalement, moi, je ne suis qu'un instrument de quelque chose de plus grand. Je ne contrôle absolument rien de ce qui m'arrive. Demain, ça n'existe pas. Hier, c'est terminé. Et je fais ce qu'on me demande de faire, tu vois. Quand je dis ce qu'on me demande de faire, c'est mon intuition. Et aujourd'hui, par exemple, je m'appelle Swan, j'ai 22 ans, j'ai pas confiance en moi. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu conseilles de lire, est-ce qu'il y a 3 livres que tu me conseilles de lire en développement personnel? Tu me conseilles de passer à l'action? Mais si oui, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le game plan que tu lui donnes pour passer à l'action? On commence tous par là. Et moi, pareil, j'étais le mec, attends, mais Camille, comment on fait? Les potes, ils me disent pareil, mais attends, mais comment on fait? Je dis, déjà, commence par arrêter. Tu sais très bien ce que tu fais qui te détruit. Commence par là. Commence par arrêter ça. Les soirées, commence par arrêter. Je sais pas ce que c'est. Toi, tu le sais. Tu le sais très bien. Tu sais, au fond de toi, on sait très bien. On le sait tous. Et les gens sont tous en train de se mentir. Mais moi, je me mens plus à moi-même. Donc, quand tu commences à me mentir, je vais te dire, mon ami, me mens pas. Tu vois, tu sais très bien ce que tu dois arrêter de faire.
Mais c'est des trucs très simples. Moi, le fait d'avoir arrêté de vapoter, début d'année, ça a changé ma vie. Mais j'avais cette voix, ça faisait 4 ans qu'elle me disait ça. Arrête, Camille. Et ma femme, elle me disait, mais attends, mais parce qu'elle vapote aussi. Là, elle est enceinte, on attend un deuxième enfant, donc elle a arrêté. Bravo. Et bon, j'espère qu'elle reprendra plus. Je pense très honnêtement qu'avec moi, maintenant, ça sera plus possible. Mais et elle me disait, mais pourquoi tu te rends fou avec ça? Enfin, c'est pas grave, tu vapotes. Je dis, mais je peux pas t'expliquer. Dès que je vapote, il y a un truc en moi, ça me met une angoisse. Et pourtant, je l'ai fait, j'ai arrêté. Et là, tout de suite derrière, je suis allé parler avec mon père. Ensuite, après, et c'est step by step. C'est pas des trucs, c'est comme un muscle, ça se construit petit à petit, tu vois. C'est des petites victoires qui, petit à petit, te permettent de gagner confiance en toi. Et rien que, par exemple, te lever, aller faire du sport, alors que d'autres vont aller faire une grasse matinée, c'est une petite victoire, mais ça te permet de gagner en confiance. Et tous les jours. Et puis après, tu apprends à identifier tes parts d'ombre. Moi, j'appelle ça des démons. Ma femme, elle aime pas que je dise ça. Moi, j'ai cette image-là. Parce qu'on a tous des parts d'ombre. D'accord? On a tous des prédispositions, ce que je te disais, des dons. Moi, j'appelle ça vraiment des dons, des facultés qui te rendent vraiment unique. Et tu vois, le fait que toi, tu fasses un podcast, etc., si tu creuses, tu vas comprendre, en fait. Que toi, c'est même un super pouvoir que tu as. Le fait qu'on se sente à l'aise et qu'on discute, etc., c'est pas du tout donné à tout le monde. Mais par contre, tu as ton lot de parts d'ombre. Et quand tu les as identifiées, il suffit de regarder en profondeur ses parents pour se rendre compte qu'on a exactement les mêmes très souvent. Et quand tu les as identifiés, après, c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Tous les jours, moi, je connais très bien mes parts d'ombre, tu vois. Et je sais qu'elles peuvent revenir tout le temps. Donc, pour en revenir à ta question initiale, pour moi, c'est ça la liberté. C'est de comprendre tout ça et de vivre comme ça tous les jours que Dieu fait, tu vois. On a la chance de vivre comme ça. Et là, on est libre et là, on est vraiment riche. C'est ça la richesse. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines années? Une bonne expatriation? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Franchement, ce qui doit arriver arrivera. Donc, je suis très sincère quand je dis ça. Hein. C'est pas vraiment à l'eau de rose, non, c'est sincère. Hier, je faisais un webinaire. Ce que je te dis, vraiment, je l'incarne. Hein. Le prestataire, il me dit, c'est quoi tes objectifs? Parce qu'on a mis de la pub et tout. Et si tu savais, je m'en fous complet. Parce que si même je fais 0, bah, c'est parfait, en fait. J'aurais des leçons à apprendre. Tu vois, c'est que c'est pas fait pour moi. Tu vois. Donc, non, continuer à être la santé. Et puis voilà. C'est marrant, la santé, ça peut paraître bullshit. Mais c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre. Pendant longtemps, moi, j'avais cette croyance qu'il faut faire de l'argent pour ensuite se concentrer sur la santé, sur les relations. Tu te rends compte. Et en janvier, j'ai un peu changé ce système en me concentrant d'abord sur la santé. Et comme par hasard, quand tu te concentres sur ta santé, tu as une bonne énergie. Quand tu as une bonne énergie, en niveau business, ça est bien. Niveau relationnel, c'est bien. C'est là que tu te rends compte, comme tu disais au début d'épisode, la vie, c'est une question d'énergie, en fait. Tout, c'est être, faire, puis avoir. Et ça, si on nous l'enseignait dès qu'on avait 10 ans, tu vois, moi, je vais lutter. Je sais que certaines personnes ont les infos dont je te parle. Et moi, j'accepte pas ça. Tu vois, certaines personnes qui n'agissent pas pour le bien des gens. Parce qu'ils le gardent pour eux, pour leur cercle 100%, proche. Bien sûr. Et moi, mon rôle à moi, je te parlais de mission, tu vois, ça va être de partager tout ça, tu vois. Je te vois bien, limite plus tard, limite ne plus faire d'immobilier, mais limite faire en fait du développement personnel. Mais c'est ce que je fais. Tu vois, pour l'instant, j'ai pas d'offre, pas de service, mais c'est ce qui se passe déjà, tu vois. Et puis de toute façon, tu contrôles pas, en fait. Tu contrôles pas. Moi, l'immobilier, je sens que c'est comme une page qui est en train de se tourner. Je suis dans l'accompagnement maintenant, c'est un autre rôle, tu vois. C'est pas quelqu'un qui peut être très bon dans l'immobilier, peut être très mauvais à accompagner des gens, tu vois. C'est vraiment deux choses différentes. Maintenant, effectivement, il faut aussi quand même avoir des résultats. C'est un équilibre à trouver, mais avec Tony, justement, on a cette belle synergie, mais ce que je te disais, c'est effectivement être, puis faire, puis avoir. Normalement, quand je dis être, c'est justement savoir quitter, etc. C'est que à partir de là, quand tu agis depuis un bel état, une belle énergie, des choses avec lesquelles, du coup, tu es aligné, tu fais des choses qui ont un impact, mais décuplé. Moi, j'ai jamais apporté autant de valeur que maintenant. Et pourtant, je travaille. C'est pas que je travaille moins, mais je me régale, en fait. Travaille mieux, encore une fois. Comme tu disais pour les objets, avoir moins, mais mieux. 100%, je me fais plaisir. Là où avant, je me t'ai jamais fait plaisir. Tu vois, je me fais tous les jours que Dieu fait, je me fais plaisir. Pour moi, avant, c'est le Camille d'avant. C'était même en vacances, il faisait pas plaisir. Là, si je veux aller au cinéma ce soir, je vais aller au cinéma ce soir, tu vois, parce que j'ai envie. Mais par contre, j'ai jamais autant travaillé qu'avant. Mais c'est un vrai kiff parce que je fais vraiment ce pourquoi je suis arrivé là. Encore une fois, ça peut paraître bisounours. Hein. Peut-être il y a des gens, ils vont tomber, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il y a pas de hasard. Normalement, moi, je me questionne depuis que je suis petit. Donc ouais, être, faire, puis avoir. C'est quand même beau l'immobilier parce que on peut dire ce qu'on veut. Tu peux commencer par de l'immobilier, ça te lance dans l'entrepreneuriat et après tu peux partir sur d'autres business. Ouais. Et l'immobilier,
grâce à l'effet de levier, c'est quand même un des meilleurs business pour sortir de ta condition sociale et après avoir d'autres business, etc. Et j'ai pu le voir avec plein d'amis qui, ok, ils ont commencé par l'immobilier, peut-être qu'ils vont revendre leurs biens parce que voilà, ils ont bien acheté. Ouais. Et après, avec cet argent, le réinvestir autre part. Ouais. Toi, est-ce que tu as déjà réfléchi, toi qui vas t'expatrier, à te dire, ok, mon business il tourne bien, je revends, comme on disait, par un prix au mètre carré, une expérience. Ça marche bien en ce moment, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Est-ce que mieux vaut un tien que deux tu l'auras? Revendre, récupérer du cash et le réinvestir à l'étranger, le mettre en bourse, le mettre en Bitcoin. Bitcoin, on pourra en parler aussi après. Et les cryptos, ouais. Pour moi, c'est une mascarade tout ça. Ok. Je suis cash avec toi, ouais. Ça marche pas avec un mec comme moi. Ok. Il reste combien de temps? C'est bientôt fini? Il reste 5 minutes, ouais. J'approfondis ça. Non, t'inquiète, ouais, approfondis. Déjà sur le cash. Ouais, la partie revente, etc. Franchement, je sais pas. Moi, effectivement, le but, notamment avec cette grange-là, c'est de revendre, d'autant plus là-bas, c'est une sorte d'hôtel, hein, donc là-bas, c'est vraiment de revendre. Et les gens me disent, mais combien tu penses que ça va vendre? Je sais pas, concrètement, parce qu'on n'a pas, c'est pas qu'on est des novateurs sur ce marché-là, mais concrètement, il y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Donc, avoir des chiffres sur des prix de revente potentiels par rapport aux bénéfices que ça génère, je ne sais pas. Ouais, faut prendre une rentabilité. Tu rentres dans une rentabilité 15%. Ouais. Tu mets le prix, et tu vois combien ça fait en termes de... En tout cas, on verra. Moi, je sais pas si je vais le garder. Je sais pas. Les gens me disent, putain, mais ça te fait pas mal au cœur. T'as fait autant de travaux, trucs pour garder. Non. Quand je parle de détachement, c'est ça. Tu vois, je suis pas du tout attaché à tout ça. Et si ça doit se faire, ça se fera, tu vois. J'ai déjà des clients de mon accompagnement qui m'ont proposé de racheter le truc. On verra. Franchement, on verra. Je peux partir et le mettre en gestion. Pendant 6 mois, il y a 1 an, j'avais déménagé dans le sud. Tu vois, mes biens, ils tournaient là. Tout est géré. Ça tourne très bien. Donc, il n'y a aucun problème. À voir. C'est aussi du patrimoine, mine de rien. C'est clair. Et puis, mais c'est aussi ça. C'est que c'est pour vous. Donc, tu vois, moi, demain, je veux bloquer, je vais avec mes potes, je me fais kiffer. Donc, c'est aussi un plaisir, tu vois. Moi, il y a cette dimension-là qui est archi importante aussi. C'est que c'est à moi. Donc, c'est pas un truc. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, tu vois, mon achat-revente que j'ai fait à Montreuil, plus jamais je referai ça. Parce que Montreuil, j'avais horreur d'aller là-bas. Donc, achetez là où vous aimez. C'est aussi dans le cahier des charges de la recherche de biens, c'est archi important. Dans un endroit où vous vous sentez bien. Si vous rentrez, je sais pas, dans le hall et que ça vous parle pas, bon, l'émotion, faut faire attention. L'émotionnel, c'est un autre sujet. Mais il faut aussi que ça vous parle. Parce qu'on va créer un lieu unique qui sera à votre image. Donc, Et t'as déjà réfléchi, du coup, imagine, tu vends cette maison où tu vends des appartements et tu récupères du cash. Qu'est-ce que t'en fais? Tu dis, OK, maintenant je vis là-dessus. Je mets en bourse, je mets en crypto, ce serait quoi ta vision? Je peux pas le savoir. Encore une fois, quand je dis j'ai pas d'objectif, c'est vraiment ça. Tu verras petit à petit. C'est que ça va venir. Ma petite voix, elle va me dire ce que je dois faire. Si je dois faire un projet, je le ferai. Moi, l'hôtellerie, l'hospitalité, ça me parle. Et je disais à Tony, tu vois, si je refais un projet, ce sera à l'étranger. Pourquoi pas un petit hôtel, tu vois, avec un petit resto, un truc. Ça me parle. Un vrai lieu de vie où il y a des gens, un terrain de pétanque, mais où il y a du soleil. Moi, je suis je suis un Méditerranéen de base, tu vois. Et moi, le soleil, ça change tout, le soleil. La mer, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'entendre le bruit des vagues. Je suis comme ça. Qualité de vie, c'est exceptionnel. Moi, pour moi, c'est le soleil, c'est la vie. Donc ouais. Ce projet-là, tu vois, j'ai plein d'idées. J'ai tellement d'idées. Si je commence à passer dans les idées, j'en ai plein, tu vois. Mais on verra en temps voulu. Tu vois, je peux pas anticiper. Et je trouve que c'est mieux de vivre comme ça, sincèrement. C'est mieux de vivre comme ça qu'en étant rigide comme j'étais avant. Il y a pas de folie en fait dans ta vie. Moi, j'étais un mec relou. J'étais le mec relou. Tu faisais une blague, je rigolais pas trop parce que j'étais concentré, tu vois. J'étais ce genre de mec, mais c'est mieux de vivre comme je suis maintenant. Ouais. Faudra que tu repasses dans le podcast dans 2-3 ans pour savoir où t'en es. Où est-ce qu'on peut te suivre pour les gens qui ont écouté pendant ces 2 heures presque d'épisode? Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actualité là du moment? Sur Instagram, vous me suivez. Alors moi, mon canal de prédilection, c'est YouTube. C'est ce que je préfère. C'est des vidéos beaucoup plus longues et je prends vraiment du plaisir. On a une vidéo tous les 2 jours qui sort sur YouTube. On parle de la vie, de développement personnel, de spiritualité, mais beaucoup d'immobilier, forcément. Plein de types de projets. Donc, pour les gens qui veulent approfondir, YouTube et Instagram, vous pouvez me parler. C'est moi qui réponds. Donc, si pour les gens qui veulent venir communiquer avec moi, Instagram. Je mettrai tout en description de toute façon. Merci Camille. Merci à tous. Encore une fois, c'est important de vous abonner, de liker, de commenter.
Encore une fois, c'est gratuit et ça permet de donner de la force pour accueillir des invités comme Camille et donner un maximum de valeur. Je vous dis merci à tous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Camille. Merci Mathéo.